Aujourd'hui, je reçois Théo, alias le voyageur gourmand. En un an, il est passé de 30 abonnés sur Instagram à 130 000 avec des millions de vues. Alors qu'on dit souvent qu'il est trop tard pour se lancer dans la création de contenu, il prouve le contraire. Il vient d'un parcours classique, école de commerce, marketing en entreprise, puis vient la crise existentielle. Il quitte tout, tâtonne sur YouTube sans succès, avant de trouver sa voie sur Instagram en parlant de ce qui le passionne. Les aventures gastronomiques, les voyages à vélo et les belles histoires. Il a réussi à créer un contenu authentique tout en maîtrisant les codes du réseau social. On a parlé de ses racines, de son rapport à l'école, de l'impact qu'il a sur les commerces, de ses valeurs, de ses dilemmes sur la monétisation et de cette confiance qu'il a de toujours retomber sur ses pieds. Bonne écoute! Salut Théo! Salut! Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie, avec plaisir. Trop contente de t'interviewer parce que ça fait 1 an qu'on se croise sporadiquement dans des cafés ou dans des pâtisseries ou des choses comme ça et que je vois que ton compte a explosé en 1 an alors qu'on n'arrête pas de dire, donc je parle d'un compte Instagram, on n'arrête pas de dire que se lancer dans la création de contenu maintenant c'est beaucoup plus difficile qu'il y a quelques années, que ça marche pas, que tout ça. Je pense que tu défies toutes ces règles. Et en plus de ça, quand on s'est rencontrés, je t'ai trouvé hyper sympa et hyper intéressant. Et je me suis dit, toutes ces questions que je pose d'habitude aux gens quand je les rencontre, je vais peut-être te les poser dans le podcast. Parfait. Donc, je suis trop contente. Merci beaucoup, ça fait plaisir comme introduction. Donc, pour commencer, si ça te va, moi, j'aime bien commencer par l'enfance, la naissance, même parfois les ancêtres. Tu rigolais pas, ok. Non. Ok, d'accord. En fait, j'aime bien comprendre et comprendre comment on en arrive là. Enfin. J'entends, je suis d'accord. Je suis assez comme toi, j'aime bien poser des questions, mais ça vient d'où? Alors, je vais te demander d'où ça vient tout à l'heure. Pourquoi tu aimes bien poser des questions. Mais peut-être dis-moi, où est-ce que tu as grandi? Comment était le petit Théo? Que faisaient tes parents? Ou peut-être tes grands-parents? On commence où tu veux. Ok. Eh ben, allons-y, naissance. Je m'en souviens pas beaucoup. Mais ouais, naissance en 95 du coup, et j'ai grandi en banlieue parisienne, à Maurepas, ça s'appelle, mais personne connaît, c'est en dessous de Versailles, en dessous de Trappes. Ok. Donc c'est banlieue ouest. J'ai pas grandi à Paris. Il y a des gens à qui je dis oui, banlieue, c'est Paris. C'est pas Paris. Je suis allé peut-être 20 fois à Paris dans ma jeunesse, genre. Ah ouais. On n'était pas à Paris, et quand je compare mon enfance avec les Parisiens, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Tu grandis en maison, tu fais tes soirées en maison, tu traînes dehors, tu vas faire du sport beaucoup parce que tu as beaucoup d'espace. Ouais. Enfin, c'est con, mais c'est un banlieue un peu campagne. Et du coup, j'ai eu cette enfance-là. Tes parents faisaient quoi? Mes parents, tous les deux ingénieurs. Ok. Et du coup, si on remonte un tout petit peu, mes grands-parents, du côté de ma mère, mes 2 grands-parents ont grandi dans la ferme. Ah. Et ça a été... c'est très... Enfin, maintenant, j'aime beaucoup parler avec mes grands-parents, discuter de eux, leur enfance, comment ça a été, et à quel point ça n'avait rien à voir en 2 générations. Ça n'avait rien à voir. Déjà, eux, ils ont grandi à la ferme, dans une certaine précarité. Et ils ont beaucoup travaillé, ils sont sortis de là, ils ont adoré leur retraite et tout. Et ils ont envoyé leur fille à l'université et tout. Et du coup, tu te rends compte qu'en 2 générations, il y a un changement de fou. Ouais, c'est clair, ingénieurs et tout. Ils étaient dans quelle région? C'est-à-dire tes grands-parents, pardon. Dans le Berry, dans l'Indre. Ok. Centre de la France. Et qu'est-ce qu'ils cultivaient? Quand ils étaient petits, ça vivait en fait un peu en autarcie. D'accord. C'était en mode, tiens, on a une ferme, on va manger des légumes, on va avoir des œufs. C'était vraiment, tu subsistais en fait à tes besoins avec la ferme. Et ils n'ont pas voulu que leur fille travaille à la ferme? Exactement, c'était super dur comme enfance. Ouais. Quand tu travailles à la ferme, quand t'es petit au lieu d'aller à l'école, c'est pas la même vie qu'aujourd'hui, clairement. Mais il y a aussi ce truc, je m'en rends compte, que on va bien sûr aborder plus tard le sujet de la cuisine, de la gastronomie, mais mine de rien, qu'il y a cette attache qui est présente au potager, au fait de faire pousser des trucs, avoir une cuisine un peu nature, simple, la proximité en fait avec ce que tu manges, qu'eux avaient énormément, mes grands-parents, et mine de rien, en grandissant et tout, je l'ai eu plus que aujourd'hui, on est vachement déconnecté de ce qu'on mange. C'est un des gros sujets. Mais donc, bref, mes grands-parents, ça a été ça. J'ai grandi dans ma banlieue, je faisais pas mal de sport.
Et du coup, j'étais allé dans un lycée option sport. Attends, le lycée, on est tard là. Ok, Pour revenir à la gastronomie, tes parents cuisinaient ? Alors, c'est rigolo parce que ma mère, quand on était petit, je me souviens, c'était un peu l'époque aussi. Des surgelés et tout ? L'époque des surgelés. Bien sûr. Picard, le sang, franchement, manger des bons trucs chez Picard. Au moins, c'était surgelé, mais plutôt quali. Ouais, Picard, c'est pas mal. Plutôt bon. Et donc, cuisiner toujours, mais en même temps, quand t'as 3 enfants et que tu taffes et tout, faut réussir à envoyer, tu vois, déjà cuisiner. C'est un premier truc. Et plus en grandissant petit à petit, elle aussi, elle est devenue beaucoup plus consciente de tous les enjeux sur l'alimentation et l'envie de bien s'alimenter. Et elle a de plus en plus cuisiné. Et aujourd'hui, elle cuisine énormément et très végétale et très, avec beaucoup de sens, en fait. Tout ce qu'elle sélectionne comme produit, tout ce qu'elle cuisine fait partie d'une épicerie et tout. Et donc, elle l'a acquis, peut-être perdu aussi parce que c'était la génération. Pareil, quand je vois mes grands-parents, ils ont commencé où tout était hyper manuel et tout venait du sol, etc. À la grande époque des produits chimiques et c'était l'époque où putain, ça va plus vite, donc c'est bien. Bien sûr. En fait, oui, maintenant on fait marche arrière sur énormément de trucs. Ouais, mais on n'était pas conscient des conséquences et tout. Et mes parents et tout, ils ont grandi dans cette époque de putain. Plus ça va vite, mieux c'est, et le micro-ondes et tout ça. Ouais. Alors, typiquement, ma mère n'a plus de micro-ondes depuis 10 ans, tu vois. Ouais, c'est dingue. Ouais, elle a fait un retour. Elle a fait un méga retour. À la terre, quoi. Ouais. Et toi, t'aimais ça ? T'aimais manger ou c'était pas forcément un de tes centres d'intérêt ? Ouais, j'ai toujours eu une appétence pour la nourriture. Mais ça n'a jamais été... je me suis jamais dit je vais en faire une carrière, ça c'est sûr. Je me suis jamais dit ça. Et même, je me disais pas plus qu'un autre. Alors que la réalité, c'est que si, largement. Largement. Mais je sais pas, j'étais en mode, mais tout le monde aime manger, tout ça. Oui. Et en fait, non, j'avais un rapport très, très curieux vis-à-vis de la nourriture. Mais ça m'est venu assez tardivement. C'est marrant comme tu te développes dans l'enfance. Au début, j'ai toujours bien aimé manger, mais pas forcément bien. Ouais. Manger, quoi. Ouais, manger, j'aimais toujours manger. Ouais. Mais c'est vrai que c'est venu plus tard avec plein de choses et je peux marquer un petit peu ce qui a fait ton éducation, mais c'est un parcours. Genre, quand t'es pas dans le milieu, tu n'es pas en mode putain hyper curieux de la nourriture et de tout ce que ça peut apporter. Mais du coup, je l'ai développé. Il n'y a pas forcément d'influence de tiens, il faut que tu fasses ça ou quoi. Pas du tout. Ouais, ça s'est fait. Et puis j'imagine après quand t'as quitté aussi le nid familial et tout ça. Mais pour revenir encore, et après on quittera l'enfance. Vas-y. Revenons sur l'enfance. L'école. Non, l'école. L'école, ok. Comment ça se passait ? L'école L'école en général. Est-ce que t'aimais ça ? Est-ce que t'étais turbulent ? Est-ce que t'étais timide ? Je me souviens, une anecdote, j'avais MSN à l'époque. On était sous MSN, la grande époque des MSN. Mon pseudo, c'était l'école c'est pourri. D'accord. Pseudo, l'école c'est pourri. C'est clair. Je me positionnais dans ce mec qui aimait pas l'école. Alors que quel kiff. Dès que j'y repense maintenant, la cour de récréation, le collège primaire, le collège, c'était incroyable. C'était trop bien. Et j'adorais les récréations, clairement. Ouais. Et j'étais très bon à l'épervier, la délit des lots, les jeux de cartes, les jeux de billes et tout. J'adorais. C'était mon élément. Mais par contre, les cours en eux-mêmes, non, j'aimais pas ça du tout. Je m'ennuyais profondément en cours. Mais j'avais des bonnes notes. Donc, l'école s'est bien passée pour moi, en gros. Ouais. Tout le parcours scolaire s'est très bien passé parce que j'avais des facilités. Et du coup, c'était en mode facile pour moi, alors même que je détestais ça, genre. Et que du coup, plus tard, collège-lycée, j'étais plutôt turbulent, beaucoup de mots dans mon carnet. Putain, ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. Les mots dans mon carnet, ouais. Ouais. Parce que j'étais un peu rebelle vis-à-vis de ça. Je me positionnais un peu en rebelle de contester l'autorité, contester pourquoi on fait ça et tout. Ouais, du coup, les profs devaient être vénères parce que d'un côté, tu avais des bonnes notes et de l'autre côté... Exactement, très exaspérant pour mes professeurs. Mais je sais pas pourquoi, en y repensant, j'étais aussi, ce besoin de me rebeller contre
l'autorité contre ce système qui est un peu uniforme, tu vois. J'avais envie de plus exprimer moi, peut-être, j'en sais rien. J'en sais rien, j'ai pas fait T'avais confiance en toi ? L'analyse. Ouais. C'est une bonne question. Ouais, j'ai toujours eu confiance en moi. Ouais. C'est un peu profond, la conviction que tu vas y arriver. Ouais. Dans n'importe quoi. Ce qui est totalement mal placé parfois, parce que tu te rends compte que tu n'y arrives pas du tout. Oui, mais d'avoir trop cette confiance, mais c'est ce qui te fait tenir et c'est ce qui te fait essayer trop bien, les choses. Quoi. C'est trop bien d'avoir confiance en soi. Mais tu sais pas trop pourquoi c'est là, parfois. C'est pas tes parents qui t'ont donné cette confiance ou Si, carrément. Ouais. Bah, je pense que tout le monde, ça part de là. Ouais. Le manque de confiance aussi. Exactement, ouais. Non, j'étais leur 3e enfant, ils étaient rodés. Et ils m'ont élevé dans ce truc de un peu, tu peux tout faire, t'as des bonnes capacités, tu réussis dans ce que tu fais et tout, amplifier un peu le truc. Ce qui crée d'autres choses, d'autres problèmes. Lesquels ? C'est intéressant, c'est tout ce qui touche un truc que j'ai pas mal étudié, c'est le growth mindset. Ok. Donc c'est la capacité de changer. En fait, quand on te dit toute ton enfance et tout que tu es talentueux, que ce soit dans le sport ou dans les matières scolaires ou quoi, que tu es fort, on te définit comme ça, c'est très dur de se confronter à des choses qui vont aller à l'encontre de ça et faire des choses nouvelles, se mettre dans le risque. Et en fait, pendant longtemps, je me suis un peu enfermé dans ce truc de préserver l'image de toi. Cette identité cette identité de putain, je suis intelligent, je réussis. Du coup, tu t'exposes pas, tu travailles pas, parce que travailler, ça veut dire que t'es pas un génie. Genre, tu fais pas d'échecs. Et si tu fais pas d'échecs quand t'es jeune, et même dans la vie en général, t'apprends pas, tu t'exposes pas, tu t'apprends en faisant des échecs. Et en fait, justement, c'est trop cool parce que d'un côté, ça te donne confiance en toi, de voir que tout le monde t'élève un peu. Ouais. Et de l'autre côté, ça t'enferme un peu dans un truc de putain, je peux pas me permettre de compromettre cette identité que je me suis fait de moi et que je fais autour des autres c'est en dingue, échouant. Hein. T'as vachement de recul, je trouve, sur ça. T'as fait une thérapie ? Alors oui. Ouais. C'est dingue. Mais c'est pas tellement ça vient pas tellement de ça. C'est plus j'ai pris le temps de réfléchir sur moi, ouais. Est-ce que tu as senti que tu bloquais à des moments ou qu'il y a des choses ça vient un peu de ma crise de la 28aine. Donc là, on s'avance énormément dans le truc. Mais si tu veux, on parle là-dessus. Vas-y, partons là-dessus et on reviendra en arrière ensuite. Ok. Écoute, du coup, j'ai un peu suivi les schémas. En même temps, quand tu as 18 ans, 16 ans, tu sais pas ce que tu... Soit tes parents te dressent une trajectoire claire, soit c'est pas le cas. Moi, pas du tout. Et ce qui était très bien, d'un côté, ils n'ont jamais mis une pression de faire quoi que ce soit. Mais à la fois, t'en sais rien de ce que tu veux faire. Alors, littéralement... Et puis, t'es pas aidé, quoi. Pareil, tu vois, tout le concept de conseiller d'orientation et tout, ça s'applique pas. C'est comme... ça s'appliquait pas à ce que j'avais envie de faire. C'est en mode, oui, on va t'orienter si t'as pas beaucoup de possibilités, on va dire, voilà ce qui s'offre à toi. Mais quand on te dit tu peux tout faire, c'est le paradoxe du choix. Plus t'as de choix, plus t'es malheureux de ce que tu choisis et tu regrettes ce que t'aurais pu choisir. C'est clair. L'histoire de ma vie. L'histoire de beaucoup de monde. Mais après, j'ai des théories sur ça. Vas-y, on en reparlera. Oui, j'ai réfléchi. Grave. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, du coup, bref, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce. Après, j'ai travaillé. Et plus j'avançais dans ce truc-là, moins j'étais à l'aise avec mes choix, en fait. Ouais. C'est un peu... T'arrives au bout du tunnel de... Bon, là, j'ai fait les trucs bien, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, t'as coché des cases, en fait. Quoi. Ouais. Et t'as travaillé où quand t'as commencé, après l'école ? J'ai travaillé, donc j'ai fait pas mal de stages, donc tous mes stages, ça a été un peu... Je coche, c'est ça que je veux pas faire. Okay. Ça a toujours été comme ça. Ok, ça m'oriente vers quelque chose d'autre. Premier stage à la Défense, dans les tours et tout. Ah ouais. Horrible. En finance ou Non, en conseil, je sais même plus. Conseil. C'est, le mot quand tu sors en plus en école de commerce. Conseil qui, toi ?
personne. Consultant. Consultant. T'avais fait quelle école d'ailleurs? L'EDEC, okay. à Lille. Et du coup, ce que je disais, c'est que j'ai commencé à taffer dans mon premier CDI, c'était dans une start-up qui était dans le growth marketing, justement. On n'était pas beaucoup, ça s'appelait Germinal. On était très populaire dans le milieu microcosme. On travaillait avec toutes les startups. C'était un peu un écosystème qui s'auto-alimentait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le growth marketing? Alors, est-ce qu'il y a un mot français déjà? Non, c'est pour ça qu'on utilise ce brave terme anglais qui veut rien dire. Qu'est-ce que c'était? C'est difficile à définir. C'est du marketing digital déjà. Okay. Et c'est du marketing très focus sur le résultat et l'acquisition et en fait la croissance. Growth marketing, c'est en mode, on va pas faire du marketing en mode l'image de marque, qu'est-ce que les gens vont penser de nous. C'est en mode, comment je ramène des clients. Okay. La problématique des gens qui arrivaient, c'était on veut plus de clients, du coup on veut grandir notre base de clients. Et c'était assez agressif en mode, vas-y, on va lancer des pubs sur Facebook, on va te créer un site, on va faire du démarchage par email et tout, mais c'était en mode résultat. Très orienté résultat. Et vas-y, en 5-6 semaines, on t'apportait vraiment des campagnes qui tournaient, des trucs extrêmement marketing de guérilla, on appelait ça. Ah ouais. Peut-être. Putain, les termes déjà. C'était ça. Je comprends pas que t'aies pas kiffé. En vrai, c'était fun parce que t'apprenais beaucoup de choses au début. Oui, et puis tu vois les résultats tout de suite. Exactement, tu faisais plein de choses et tout. Sachant que tu partais de rien, je savais rien faire en arrivant là. Et t'apprenais beaucoup de choses, il y avait une équipe sympa, c'était fun, c'était le Covid. J'ai commencé à taffer pendant le Covid. Ouais. Promo 2019 et du coup, taf pendant le Covid. Donc et à distance, c'est du ça? coup, ça a été tout de suite full remote, avec ce qu'il y a de bien et de très mauvais avec ça. T'étais à Lille, du coup, à ce moment-là, ou à Paris? Non, j'étais à Paris, Okay. revenu à Paris, et du coup, ça a été tout de suite full remote, donc, tout de suite Covid, moi, je suis rentré chez mes parents à ce moment-là, et au sortir de ça, on a fait les différents confinements chez des potes et tout, et au sortir de ça, j'ai voulu, moi, j'avais grave besoin de ce lien social, je suis allé dans des co-living, en France, ailleurs et tout, pour avoir un semblant de bureau, quoi. Ouais. Et même, j'organisais des trucs avec mes collègues. Je louais une baraque dans le sud et on allait tous travailler ensemble, tu vois. Ah, mais génial. Parce que j'avais trop besoin de ces moments-là, surtout quand t'es jeune. C'est terrible, je pense, tout ce côté remote quand t'es jeune, quand t'es plus senior, c'est génial, je pense, mais quand t'es jeune, t'as besoin d'environnement et tout. Ouais. En plus, t'es premier boulot, quoi. Ouais. Moi, c'est un de mes rêves de faire des co-living et tout, et même peut-être d'en monter un ou tout ça. Donc, c'est très sympa comme. Et ça s'est vachement développé avec le Covid. Bon, maintenant, je trouve que c'est devenu très cher aussi. C'est devenu un gros business. Évidemment. Comme beaucoup de choses. Évidemment. T'as été où, du coup Du coup, en France, j'étais dans les Alpes, là. Putain, comment ça s'appelle? Paradise. Ça date. Hein. Paradise. Non, on a une ville dans les Alpes qui s'appelle comme ça. Non, c'est le co-living. Putain, j'ai oublié le nom. Mais dans les Alpes, c'est à côté de... c'est un fort, une ville fortifiée. Je l'ai plus, mais Serre-Chevalier, c'est à côté de Serre-Chevalier. Ah oui. C'est à côté de Serre-Chevalier, Okay. Briançon. Et un co-living là-bas qui est très chouette, t'as la vue sur les montagnes, on allait faire du ski et tout. Ah ouais. Et vous étiez combien là-bas? On était une vingtaine, genre. Ah ouais. Ouais. C'était quoi? C'était un immeuble ou... Ouais, un ancien immeuble qu'ils avaient tout retapé et tout. Et pareil, pour ceux qui connaissent pas le co-living, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le co-living? C'est un espèce de coworking et d'hostel mélangé pour les professionnels, en fait. Et du coup, c'est assez cher en général, mais t'as ta chambre privée ou parfois partagée. Moi, j'allais dans les chambres partagées. J'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'argent. Chambre partagée et donc t'as ton espace de coworking, de travail. Et en général, c'est la hostel Cali, t'as des activités. Tout le monde est là dans un esprit un peu de connexion. Les gens qui sont là, ils recherchent du social. Ouais. Ils s'enferment pas dans leur chambre. Non, exactement. C'est pas du tout le délire. Et c'est très sympa. Et soirée jeux, soirée quelqu'un qui va présenter un truc sur son boulot parce que tout le monde a des... Tu vois, t'as des backgrounds vachement différents. Et du coup, c'est très sympa. Maintenant, le point où... après l'avoir fait plusieurs fois, c'est que c'était des co-living en short stay. Genre, les gens pouvaient rester 1 semaine, ou 2, ou 5 jours s'ils voulaient et tout. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, de voir passer des gens, en fait,
c'est classique syndrome du voyageur. À un moment, tu as envie de construire quelque chose de plus durable, tu vois. Et du coup, c'est un peu le point faible de ces environnements-là, co-living. Et je pense que les modèles à l'avenir, c'est plutôt des co-living sur le long terme. Longue. En mode, tu restes 3 mois minimum. Et pour moi, maintenant, c'est même les gens recherchent des sortes de colocations où en plus, tu peux... c'est drôle là, parce que j'ai emménagé à Paris dans un co-living. Mais non. Je trouve qu'il y a 2 types de co-living. Il y a ces nouveaux co-living qui sont plus des colocs. Ouais. Où c'est un peu plus quali en fait, c'est plus cher, c'est plus quali. C'est organisé, c'est tout frais payé, tu t'occupes de rien et ça s'appelle Cohabs. Okay. Ils ont plein de trucs en Europe et tout, ça cartonne fou. Hein. En termes de rentabilité du building et tout, c'est génial. Et ils ont l'air de faire les choses bien, du coup les gens s'y se trouvent bien, et là c'est 6 mois minimum. Ah, trop bien. Et du coup, un peu plus long terme et tout, donc on va voir. Là, je fais ça à Paris. Ah, mais canon. Bon, on fera un autre podcast où tu nous raconteras le débrief au retour d'expérience. Et les profils, c'est surtout des entrepreneurs ou digital nomades Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Du coup, c'est un certain profil, mais au final, de beaucoup de pays différents aussi, c'est ça qui est marrant. Je sais que là, typiquement, j'en parlais avec des amis en mode « Ah putain, tu vas faire ça et tout », mais tu sais que ça va sûrement être que des internationaux. Et moi, ça va, c'est un environnement que j'aime bien. Ouais. Et je suis très à l'aise avec partager des choses avec d'autres gens de différentes nationalités et tout. Mais c'est sûr que c'est une vibe, genre. Et alors que quand t'as grandi à Paris, t'as tendance à rester avec ton cercle d'amis, tu côtoies pas trop les internationaux, ce qui est normal. Oui. Moi, quand j'étais à Barcelone, pareil, j'avais beaucoup de mal à connecter avec les locaux. Ouais. Parce qu'ils sont entre eux, et c'est normal, c'est comme ça, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel truc. Est-ce que t'as vécu à Barcelone ? Oui, j'ai vécu à Barcelone. Moi aussi. C'est vrai ? Ah putain, nice. Dans quel cadre pour le boulot Eh ben ouais, du coup, après ce premier... Tiens, je rattrape le train. Après ce premier job... Quelle transition. Ouais, pas mal. Après ce premier job en marketing, j'ai fait une rupture co. J'ai cherché un peu, j'ai fait d'autres choses, mais je me cherchais pas mal déjà. T'as pas eu peur quand t'as fait ta rupture co ? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas bien dans leur taf, mais qui osent pas partir sans avoir rien derrière. J'étais ravi de la rupture co. Alors, j'ai poussé pour ça. J'étais en les gars, je veux plus être dans la boîte. Mais je partirais pas tant que j'aurais pas ma rupture co. Génial, et ils ont accepté. Ouais, ils ont fini par accepter. Et c'était trop bien parce que t'as le chômage. Et c'est vrai que le chômage, on en parle pas mal en mode c'est assez négatif, mais pour ces cas-là de je cherche, j'ai envie de faire d'autres projets, j'ai besoin de temps pour moi et tout pour me chercher, c'est trop bien, c'est génial. Du coup moi j'étais trop content d'être au chômage, j'avoue. Le rêve français. Mais le rêve français. J'adore. C'est être au chômage. Mais au chômage quand il est voulu et que tu... Oui, évidemment, qu'il est choisi. Il est choisi et que tu as envie de... Justement, moi j'ai pris ce temps pour me former sur du code, aller chercher un peu... Justement, commencer à se poser ces questions-là de... Ok, qu'est-ce que j'ai envie, qui je suis, nanani. Et c'est trop bien de prendre ce temps-là. Et qu'est-ce que tu fais, du coup, pendant ce temps-là ? Quand tu te poses ces questions, est-ce que tu vas à la rencontre de gens ? Est-ce que tu fais des recherches ? Alors, à cette première époque, ouais, c'était pas mal parler à des gens sur LinkedIn. Ah ouais ? Ouais, j'ai parlé. Putain, j'avais essayé beaucoup de jobs et j'avais pas trouvé ce qui me convenait. J'étais en train de parler à toi, vas-y, viens, on s'appelle, comment c'est ton job, tu vois. Sauf que c'est dur d'obtenir la vérité de quelqu'un qui taffe dans son job parce que tout le monde, tu lui demandes comment ça va le taf, ça va. Ouais. Et 2 semaines après, démission, ça va pas du tout. Burn-out. Et quand tu demandes à quelqu'un le boulot, ouais, ça va. Ouais, c'est cool en ce moment. Je sais pas, il y a une sorte de biais cognitif de protection de l'estime de si je suis dans ce taf encore, c'est que ça va. Et du coup, je dois défendre cette idée que ça va. Mais bref, c'était quand même une première approche de contacter des gens. Et même, c'était un peu mon moyen que je recommande aux gens qui cherchent un boulot, qui ont vraiment en tête ce qu'ils veulent, c'est contacter des gens là-bas, commence à demander, intéresse-toi à eux. Ouais. Les gens aiment bien qu'on s'intéresse à eux. et demande, et après, tu vois s'il y a des offres, tu vois, des trucs par-delà. Du coup, c'est ce que je fais. T'as eu du culot, quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas, justement, faire ça. Ouais, c'est marrant, ce truc qu'on faisait un peu de growth marketing, c'était un peu ce truc de, vas-y, on casse les codes, on envoie, on s'en fout un peu de tout ça. Et après, ça a débouché sur... j'ai appris à coder et tout, et j'étais la flemme de refaire des études pour me retomber dans un job corporate où au final, c'est un peu les mêmes délires, même si ce que tu fais au quotidien est différent, c'est le même environnement. Et
Et ça m'a orienté sur juste en mode, bon, je trouve pas ce que je veux dans les boulots, je vais travailler tant qu'à faire pour faire de l'argent. Ça a été le raisonnement. Du coup, je suis allé en sales. Ok. Et donc, je suis rentré dans une boîte de tech à Barcelone. Ça, c'était pas mal parce que tout le monde était à Dublin, dans la tech. Et eux m'ont proposé Barcelone avec les salaires Dublin. Et du coup, j'étais en mode, let's go. Enfin, trop bien. C'était une grosse boîte Ouais, une grosse boîte dans la tech américaine. Ok. Qu'on connaît? Ouais, enfin, je sais pas. C'est Google. C'est Zendesk qui font du logiciel client. Ils sont derrière un peu sûr. tous les services clients. Enfin, c'est les gros acteurs du service client. Ok. Ouais. Trop bien. Bah oui, c'était bien à ce moment-là. J'ai passé une bonne année à Barcelone. Et, tu parlais espagnol? Si. Je parlais déjà espagnol avant. Ok. Parce que j'avais fait un Erasmus à Madrid et j'avais appris l'espagnol. Parce qu'à Barcelone, t'apprends pas l'espagnol. Ah, ça dépend. Moi, j'étais dans une coloc où il y avait toutes les nationalités. Donc, vous aviez choisi de parler espagnol. Il y avait surtout des brésiliennes et tout. Donc, forcément, c'est plus ça latin. dépend, parce que soit tu te dis, on va parler espagnol, soit moi, j'étais en mode jeune professionnel. Je connaissais des gens là-bas. Je suis resté entre Français. Terrible. Ou internationaux. Ouais. Mais après, avec le sport et tout, je rencontrais des locaux. Mais il y a de ça aussi, ils sont catalans, ils veulent parler catalan. Et toi, tu es là, il y a beaucoup d'internationaux avec qui tu parles anglais, français, catalan. Au final, tu parles pas espagnol. Genre. Ouais. Moi, ça a été mon expérience. Mais je savais déjà parler espagnol aussi. Donc. Du coup, tu parlais mieux catalan que castillan? Non, je parlais pas catalan. Je me suis pas projeté sur Barcelone longtemps et du coup, j'ai pas appris le catalan. Même si j'adore les langues et tout, mais là, c'est vraiment très niche. Genre, en mode, putain, j'apprends pour parler avec les gens d'ici. Ouais. Et du coup, ça a duré que 1 an? 1 an et demi. Et je dis que c'était une belle année parce qu'au bout d'un moment, c'était un peu la crise de la tech. Ça licencie un peu à droite à gauche, mais pas les sales, évidemment. C'est un peu les dernières personnes que tu licencies, sinon ça va vraiment mal. Mais c'est plutôt, j'avais fait un peu le tour. Je sentais plus trop d'opportunités. Moi, j'aimais bien ce côté un peu, tu vas te chercher un peu toujours plus. Et là, c'était un peu verrouillé pour gravir les échelons. Et même, j'étais en mode, putain, le cycle du sales, du commercial, il est sans fin. Genre, tous les quarters, tu refais ta vie. Il faut recommencer à fond. Et tu n'es... C'est un truc de you're as good as your last quarter. C'est en mode, putain, on s'en fout que t'aies performé pendant 2 ans. C'est qu'est-ce que tu vaux maintenant là. C'est un peu sans fin, c'est cool, mais c'est un peu très externe. C'est de la motivation un peu artificielle de tiens, il y a de l'argent, on te motive par les résultats, il faut faire du résultat. C'est satisfaisant, mais c'est artificiel. En mode, putain, on te monte un truc, t'accomplis rien. C'est... Ouais, donc là, à nouveau, tu te poses des questions. Donc à nouveau un peu, qu'est-ce que je prends? Et là, il y a une petite boîte française qui me démarche pour être sales aussi. Et cette fois-ci, avec une mission sociale. D'aider les sourds et les malentendants. Et j'étais en mode, putain, la communication, c'était cool et tout. J'étais en mode, peut-être que c'est ça qui me manquait toutes ces années, c'était une mission sociale. Et puis là, il y a vraiment du sens, quoi. Ouais. Mais non. Ah, merde. Au bout de quelques mois, il y a plein de trucs qui n'allaient pas dans la boîte et qui, au final, être bien dans un boulot corporate, c'est cocher tellement de cases, il y a tellement de trucs, le management, les locaux, l'équipe, le taf en lui-même, l'état du marché, tout. Enfin, faut cocher tellement de cases pour que ce soit très bien. C'est jamais parfait, c'est jamais parfait. Ce qui est ok. Mais du coup, j'étais en mode. Ce qui est important pour toi. Ouais, mais même là, j'étais en mode putain, même ce truc qui est assez gros, au final, il passe au second plan vis-à-vis de l'opération tous les jours et tout, genre. Et ça fait pas tout, du tout. Donc, encore un échec, et c'est là où j'en suis venu à ma crise de la 28aine. J'avais 28 ans. Ça y est, et on y est. J'avais pas attendu d'avoir 30 ans pour faire ma crise de la trentaine. Et j'étais un peu en mode, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et est-ce que tes potes autour de toi, ils étaient dans le même état ou pas du tout? Beaucoup de gens de ma génération qui se cherchent, qui posent les questions un peu. Mais j'étais peut-être un peu anticipé comparé à ce que je vois maintenant, pas mal de gens au chômage. Peut-être un peu plus tôt dans ce processus. Mais toujours ce que je dirais sur ma génération, et c'est une certaine désillusion de putain,
on t'a promis que tu pourrais tout faire et en fait, tu fais un job corporate et c'est chiant et tu t'accomplis pas de cette manière et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas courir un marathon et et en vrai, tu vois, j'ai pas les réponses, mais juste on avait une vision de putain et en fait, on te monte la tête typiquement en école. C'est des trucs à la con, mais tu vas sortir, tu vas être à 80K, c'est faux. Tu vas être élite de la nation. Voilà, exactement. Tu sors, t'es à 40K comme tout le monde et tu fermes ta gueule. Et il y a un peu ce truc de, pareil, ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de travail, ça va être chiant. Et en fait, tu te dis, putain, j'ai taffé, j'avais envie d'être un roi, tu vois. Et je pense qu'il y a un peu, chacun a ses raisons, et donc t'as beaucoup de profils, toute une partie qui sont en mode, ils sont mariés, ils ont acheté l'appartement et ils font leur taf et c'est bon, enfin, pas de galère. Il y a toute cette autre moitié ou ce tiers, j'en sais rien, mais combien on est, mais de cool uncle, comme on dit sur les réseaux, le projet B. Je vais être l'oncle marrant qui fait des trucs et qui se cherche beaucoup et tout le monde. Après. Ça, pareil, c'est un truc que tu apprends en grandissant. Tout le monde se cherche tout le temps. Il n'y a pas quelqu'un qui j'ai trouvé. Oui, après, la vie, c'est ça, en fait. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont des œillères aussi. Mais tu es plus ou moins aligné avec ce que tu fais. Et c'est ça que tu as envie d'être assez certain de tes choix, d'être sur ta voie. Alors, qu'est-ce qui se passe Et moi, c'était ça. Comment elle se manifeste, cette crise de la 28aine? C'était drôle. Je revenais d'Italie, vacances avec des potes italiens. On était 30 dans une baraque. Waouh! Ah oui, toujours plus! Ces potes italiens, c'est des ouf. Et à chaque fois, c'est des vacances comme ça. Et j'étais vidé d'énergie en rentrant. Et en plus, je me rattrape One Piece. Donc, One Piece, c'est un animé. Et c'est chiant maintenant. Je peux plus regarder ce genre de trucs. Mais bref. Là, je m'envoie peut-être une centaine d'épisodes et tout, et je suis lessivé mentalement, genre, j'ai plus d'énergie. Et je suis un peu en mode, on était l'été. Genre, c'est pas ça la vie, genre, flemme. En fait, t'accomplis rien, tu subis un peu, tu vois. Et j'étais en mode, putain, flemme. Et du coup, à ce moment-là, j'étais tout seul chez moi. J'ai fait une digital détox. Ça aussi, ça. J'ai l'air d'un connard en disant ça. Mais non. Arrête de te juger aussi, c'est dingue. Non, c'est qu'il y a des termes comme ça qui sont... qui, moi, m'horripilent. Mais... Une détoxification digitale. Oui, c'est tout aussi nul. Mais bref, j'étais en mode, putain, je passe trop de temps à me distraire, en fait. Et c'est ça que tu fais quand tu n'as pas de projet, c'est que tu te distrais. J'étais en mode, la flemme. Et j'ai arrêté tout et ça m'a fait vachement du bien. C'était trop bien, un truc que je recommande à tout le monde. Parce que pour la première fois depuis très très longtemps, je me suis ennuyé. Ça paraît con à dire, mais s'ennuyer, c'est très rare aujourd'hui. Et on dégaine tout de suite un divertissement. Et c'était très sain. Donc c'était dur de s'ennuyer profondément. Mais ça fait du bien. Ça m'a permis de me poser, de me rendre compte que j'avais envie de faire d'autres choses et tout, et de prendre des micro-actions qui ont débouché sur aujourd'hui un changement de vie et de prise en main plus de ce que j'ai envie de faire. Et les premières micro-actions, du coup, c'était quoi? Je me rappelle plus, putain. Sortir déjà de chez toi, je ressors ce speech un peu à chaque fois. Non, c'est en mode, putain, t'avais cette idée en fait en tête de faire YouTube. Ok, mais ça serait quoi concrètement, tu vois? C'est un peu passé de l'idée aux actions, parce que tout le monde a plein d'idées. Et, les idées, ça vaut rien du tout. Ouais, c'est clair. Que ce que tu fais. Et sauf que quand t'es tout le temps distrait, t'es juste en face d'idées. Ah ouais, putain, ce serait cool de faire ça. Ah, je pourrais faire ça. Et là, c'était plus en mode, ok, si je lance YouTube, qu'est-ce que ce serait? Par quoi ça démarre, qu'est-ce qu'il me faut. Je commençais à peut-être acheter du matériel, j'ai commencé à créer ma chaîne. C'est des petits trucs qui t'engagent à rien, mais qui te lancent sur le truc. Alors que t'es en digital détox. Non, ça c'était... Ouais. Donc c'était pas créer ma chaîne, mais... c'était écrire dans mon carnet qu'est-ce que j'allais faire, tu vois. C'était planifier le truc un peu concrètement, se poser les questions. Ok, ça va prendre quoi? Et là, si je quitte mon boulot, il se passe quoi? Commencer à réfléchir un peu concrètement, à mettre un plan en route, tu vois. Et ça, tout seul? T'as personne ou pas de coach ou d'autres personnes avec qui t'échanges? Tout seul que j'ai fait ça, ouais. Et donc après, je reprends un peu, mais très, très petite dose, le digital.
Mais je lance ça et je m'étais en fait convaincu, hypé par ce projet. Genre, vas-y, je suis encore en période d'essai, let's go, j'envoie un message. 48 heures après, j'avais plus de boulot, tu vois. Ah ouais. Et c'était mon premier truc que j'ai fait. C'est pareil, première action que tu fais, c'est ça, comme ça, vas-y, tu t'engages un peu, let's go, on y va. T'as pas le choix. Enfin, ouais. C'était quoi le projet alors ? Le projet, il était flou, parce que justement, il n'était pas défini. C'était en mode, vas-y, fais du contenu. Et pour une fois, justement, au lieu de planifier, intellectualiser des choses, réfléchir et tout, c'est en mode, fais. Et c'est un peu... Je commençais à m'éduquer sur comment on se lance et tout. Et t'avais ces conseils de MrBeast. Mais MrBeast, c'est pas mon créateur préféré, évidemment. Mais il connaît une chose ou deux sur comment ça marche, YouTube. Et t'es en mode, gros, mais ne me parle pas tant que t'as pas fait 100 vidéos. Me parle pas. Et, joli, hein. Ouais, c'est un peu un truc de... Fais, ça va être nul, mais tu vas apprendre. Fais une vidéo, apprends et fais la suivante. Et c'était un peu ça. J'avais pas de plan machiavélique sur comment ça allait marcher ou quoi. Je savais ce que j'avais envie de faire en ce moment. Je le faisais. Je l'ai tourné. C'était catastrophique au début. On va pas se mentir, c'était nul, mais c'était assumé. Et justement, c'était un grand effort aussi, je pense, de se mettre sur les réseaux alors que t'es nul. Et ça, c'était l'échec, tu vois. Ce que je disais avant, ça, c'est l'échec. Ça, c'est l'exposition publique, parce que c'est le problème de ce truc-là. Il est très public. Tes échecs sont extrêmement publics. Et Mais là, c'était en plus public, c'est que tes potes qui le voient. Parce que si c'est ta première vidéo... Ouais, c'est le pire. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est que les gens que tu connais qui le voient. Ouais. T'as des retours de tes potes qui disent what the fuck, enfin, qu'est-ce que t'es en train de faire? Ouais, c'était rigolo pour beaucoup. Après, c'était partagé en mode mais il n'y a pas beaucoup de retours qualitatifs puisque personne n'est non plus en position de te dire faudrait faire que ça et tout. Tu te retrouves très rapidement assez seul quand tu crées du contenu parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça autour de toi. Et ouais, du coup, non, j'avais pas beaucoup de retours quali. C'était plus c'est rigolo ou c'est cool, ou alors un peu de jugement, je sais pas trop. T'as eu du jugement quand même, parce qu'on s'attend toujours au pire, et oui, non. Au final, le pire est pas grand-chose. Mais oui, un petit peu en mode tu fais des trucs genre putain, c'est what the fuck, tu vois. Ouais, à quoi tu joues, tu vois, c'est un peu ça. Et qu'est-ce que tu voulais transmettre avec ces contenus initialement? Tu voulais juste créer du contenu? Quel genre de contenu, ou c'était juste on verra en faisant? C'est une bonne question, et c'est toujours une question que je reviens à me poser souvent. C'est en mode putain, mais qu'est-ce que tu veux transmettre? Comme tu dis, c'est quoi l'intention qu'il y a derrière ça, là, ce truc de contenu? Et en vrai, c'est une question que je me pose encore et qui évolue aussi, et je pense auquel j'ai pas encore les réponses, mais dès le début, j'avais cette envie créative, et je pense que c'était plus de se dire ok, je fais quelque chose, je produis quelque chose. Et je sais pas exactement à qui ça sert, qu'est-ce que c'est la finalité. Mais j'ai envie j'idéalisais un peu cette vie de youtubeur de putain, tu peux faire tes projets, t'as une idée, tu la réalises et tout. C'est une liberté plus de faire ses projets, et peu importe soit-il, tu vois. Et moi, ça m'a beaucoup séduit, cette histoire de, justement, au contraire du monde corporate, on te met pas dans une case. Putain, t'es libre de faire absolument tout ce que tu veux, tu vois. Et moi, c'est un truc que je défends beaucoup. On n'a pas un intitulé de job, ça te résume pas du tout. Genre, tout le monde est bien plus qu'un intitulé de job. Et du coup, là où, putain, YouTube, tu peux faire absolument tout ce que tu veux qui te passe par la tête. Et c'est comme ça que j'utilise ma chaîne aujourd'hui. Et ça me fait trop plaisir. Mais ouais, ça, c'était l'idée. Maintenant, la finalité du truc, c'est encore des questions que je me pose régulièrement. C'est marrant, là, j'ai parcouru mes notes il n'y a pas si longtemps. J'ai un peu un truc où, de temps en temps, je prends des notes sur mon Notion et tout. Et j'ai en mode, putain, qui revient surtout, pourquoi tu fais ça, gros? Trouve ton why, tu vois. C'est un peu con, parce que je trouve qu'il ne faut pas trop le forcer non plus, tu vois. Parce que tu peux te dire, ah oui, la mission, c'est ça, c'est d'aider les gens à faire ça. Et c'est un peu artificiel, au final. Ça donne une direction, mais c'est pas... Ouais, j'ai essayé, et c'est marrant, et du coup, c'est encore en évolution, et c'est toujours la question qui revient, parce que sur les réseaux, t'es un peu en mode, putain, mais pourquoi je fais ça? Parce qu'au final, c'est important d'avoir un truc derrière, parce que c'est pas une fin en soi. Ce que je dis à tout le monde, les réseaux, c'est pas une fin en soi. Le contenu, c'est pas une fin en soi.
Et du coup, c'est bien d'avoir une mission. Moi, c'est pas parti de là. C'est d'abord parti du contenu, qui était un truc pour moi. Il fallait que je fasse ce truc. Il fallait que je devienne indépendant et tout. C'était ma manière d'entreprendre. C'est con, mais c'était ma manière d'entreprendre, de faire mes choses à moi. C'est pas con, hein. Non, mais tu vois... On va enlever, là, tous ces mots. C'est que j'assume peut-être pas encore ce truc de... Ouais, c'est dingue, hein. Ouais, bah, c'est récent. Et j'assume pas trop encore ce truc de... Je suis un entrepreneur des réseaux, tu vois. Ça fait bizarre. Oui, tu le dis avec un grand sourire. Ça fait bizarre. Mais oui, aujourd'hui, c'est une manière d'entreprendre très moderne. Mais moi, ça a été ma manière et je me rends compte que c'est ça que je recherchais. Ouais, et puis, il faut oser le faire, là aussi. Ah oui. Enfin, il y en a beaucoup qui en rêvent, peu qui osent essayer même. Enfin, oui, bah, c'est peut-être le truc dont je suis très fier. Pour la première fois, je me suis mouillé, je me suis impliqué dans les projets, j'ai osé faire mes trucs et tout. Ouais. Et que ça paye ou pas, d'ailleurs, aujourd'hui, ça marche. Mais j'étais trop content quand ça marchait pas, d'avoir fait ce truc, d'avoir appris sur moi, d'avoir osé. C'est trop bien, tu vois. Franchement, ça, c'est royal. Ouais, grave. Et quel genre de contenu tu voulais faire? Est-ce que c'était déjà la bouffe? Est-ce que c'était du sport? Est-ce que marrant, c'était autre chose? c'était un peu les prémices de ce que je fais aujourd'hui, mais je savais pas trop, tu vois. C'était un peu... Mais l'idée, c'était de faire un peu de ma vie des aventures. J'avais envie d'aventure. Et du coup, ça passait par plein de trucs différents, mais j'avais envie un peu de dire, ok, bon, bah là, vas-y, j'ai une quête, on va un peu cette histoire de quête, on va au Mont-Saint-Michel. C'est One Piece, quoi. Ouais, c'était un peu ce truc du shonen, putain, j'ai envie que ma vie soit remplie d'aventures. Et du coup, YouTube, c'était une manière de faire ça. Ah, c'est génial, ça me donne des idées. C'était quoi tes premières aventures? Justement, j'ai du mal à me rappeler mes premières vidéos. Et en plus, elles sont plus sur ma chaîne. Tu les as retirées? Elles sont plus publiques, tu vois. Ok. Mais putain, il y a eu ce truc dont je me souviens bien, on est allé au Mont-Saint-Michel. Et après, je sais plus, honnêtement, putain. Mais c'était très random, il n'y avait pas de lien forcément les uns entre les autres, mais ouais, c'était l'idée d'avoir une aventure. Et l'aventure Mont-Saint-Michel, c'était quoi du coup? Moi, on est parti à vélo au Mont-Saint-Michel. Donc vous étiez à deux? Ouais, on était à deux, on allait faire Mont-Saint-Michel. Il y avait une vidéo aussi où j'escaladais le Mont-Saint-Michel. Ah ouais? Mais on ne peut pas escalader le Mont-Saint-Michel. C'est ce que j'avais demandé. Je sais pas, c'était des idées qui me passaient par la tête et je les réalisais. C'était un peu tout le délire de cette période-là de vas-y, réfléchis pas trop, fais. Et en vrai, très bien, parce que j'ai beaucoup appris en faisant ça et il fallait que je fasse ça, de faire avant de réfléchir. Et c'est un truc que je garde maintenant beaucoup, l'exécution. Genre, t'as une idée, fais-la. Te demande pas 1000 ans si c'est bien, si ça va marcher, si c'est la bonne idée. Fais-le et réfléchis après. Ouais. Et ça, c'est cool. Ça, c'est trop bien. C'est canon. Et du coup, au début, t'étais souvent avec d'autres gens qui te filmaient et tout? Non, j'étais très solo. Et ça, c'est ce que j'ai le moins aimé de YouTube. Et globalement, j'en rends compte maintenant. Et tous les youtubeurs plus ou moins gros. Et t'as une solitude sur YouTube qui est très désagréable. Genre. Surtout quand tu débutes et tout, t'es toi face à ton montage. Et toi à filmer tes propres trucs et tout. Genre. Donc ouais, ça c'est chiant. C'est grave chiant. Donc ça, tu commençais à 28 ans? Voilà. Ok. Et je fais ce YouTube pendant peut-être 8 mois. Et j'avais un peu de chômage qui me restait à ce moment-là aussi. Donc je subsistais comme ça. T'habitais... Chez mes parents. Ok. Ouais, je suis rentré chez c'est quand je suis rentré de Barcelone. J'avais pas encore pris... je comptais m'installer à Paris. J'avais pas encore pris d'appart. Heureusement, ouais. Pour mon nouveau job. Ouais. Et après, je l'ai quitté. J'étais en gros, tu vas économiser un loyer. J'ai fait un mois à Paris et après, chez mes parents. Et heureusement, moi, ça se passe bien avec mes parents. Je sais qu'il y a plein de gens en mode putain, je peux pas rester 2 mois avec mes parents, c'est l'enfer. Moi, ça se passe très bien. Ils ont une maison hyper agréable. C'était cool. En vrai, j'avais pas de galère avec revenir avec mes parents. Et du coup, au bout de 8 mois, il y a eu pas mal de changements. Justement, il y a eu un peu la période de fin d'année où début d'année, je me suis dit, ok, bon, pourquoi tu fais ça? La fameuse question de qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches à accomplir là sur YouTube et tout? Et c'est un peu la question qui est difficile à répondre pour tous les créateurs. Genre, pourquoi t'as voulu créer quelque chose? Qu'est-ce que tu cherches à accomplir? Et là, je me suis dit, mais en fait, putain, mon contenu, j'étais pas mal dans le sport, le développement personnel dans une certaine manière, la science, enfin,
tu vois, apprendre des choses intéressantes. Et je me suis dit, putain, ma chaîne YouTube elle pourrait servir à ça et tout, à éduquer sur un peu du dev perso, un peu des trucs intéressants. Ça peut être ça l'objectif, tu vois. Et c'est là où je l'ai un peu façonné artificiellement, mais en même temps, pourquoi pas, tu vois. Ouais, carrément. Mais je me suis dit, putain, il me faut une mission dans ce que je fais. Du coup, j'ai commencé à avoir du contenu plus orienté là-dessus. Le dev perso, tu t'y connaissais déjà bien ou J'avais lu How to Give a... Comment on dit? How to Give a Fuck, non? Ah oui. Mark Manson. Oui, je vois. Bref, la base, le B.A.-ba. Oui. Mais juste, c'est des sujets qui m'intéressaient et... ouais, je sais pas. Ouais. J'étais pas un pro ni un bandeur de dev perso parce que quand tu lis plus que tu n'agis, pareil, c'est un problème, tu vois. C'est plus, plutôt j'étais dans l'action de... Putain, j'essaie d'avoir un mode de vie qui est sain, qui est positif, réfléchir sur soi et tout. C'est là où j'ai fait un peu de thérapie aussi. C'était cool, tu vois. J'étais plus dans l'action du dev perso que dans la théorie. Ce qui est bien, je pense que je recommande pareis aux gens. Ouais, je pense que c'est la meilleure méthode. Mais... Et du coup, j'étais en mode, pourquoi pas faire ma chaîne là-dessus. Les next 5 mois, c'est des trucs, mais ça marche pas. YouTube, c'est dur. Tout le monde le sait. C'est dur parce qu'en plus, tu travailles sur une vidéo, tu la mets longtemps et elle marche pas. Et là, j'en connais des gens qui se lancent et qui font des trucs super, mais ça marche pas. Ouais. Et mentalement, c'est trop dur. C'est trop dur. Et du coup, t'étais face cam et tu donnais des conseils ou Ouais, ou parfois j'allais faire des tournages un peu plus concrets. Je me souviens plus ce que j'ai pu faire comme tournage, mais ouais, c'était pas mal de face cam et du coup de montage pour rendre ça un peu dynamique. J'avais toute une phase aussi de rechercher des documentés, tu vois, journalisme de putain, il y a un sujet, par exemple, je me souviens bien, j'avais fait une vidéo sur Jessine Chospé. Ouais. Tu sais, ouais. Et est-ce que c'est du bullshit ou pas ce qu'elle raconte? Alors? Et je suis allé. Alors la réponse est nuancée. Elle est un peu extrême, c'est ça, non? Un peu extrême. Elle cite beaucoup de sources qui sont des mini enquêtes qui veulent rien dire en fait. Elle affirme beaucoup de choses. Après, tout son mouvement est très positif, je pense, sur la vie des gens et l'alimentation en fait. Mais j'aime pas trop les dogmes, typiquement sur l'alimentation. Il faut faire ci, il faut pas faire ça. Et il y a et surtout au moment où elle a sorti son complément alimentaire, tu vois. Truc hyper cher, je te vends ça et ça va régler ta vie et tout. Et là, je me suis dit, putain, c'est un peu trop business qu'elle raconte. Et au final, pas le truc. Mais du coup, c'était ce genre de truc qui demandait énormément de recherche, d'aller lire des études et tout. Et ça me plaisait en même temps, c'était très intéressant. Mais beaucoup de taf et retranscrire ça en vidéo... Et ça marchait pas. Et ce qui est OK, parce que si ça marche pas, c'est que c'est pas assez entertaining à la fois. Est-ce que c'est vraiment ça? Parce qu'encore une fois, c'est d'émerger, en fait. Oui, mais... Dans l'océan YouTube. Ouais, pour émerger dans l'océan, faut que... Je dis pas que c'était pas assez bien. C'est pas assez entertaining. Et il faut que ce soit divertissant. Dans les premières 30 secondes, il faut que la personne se dise « Ah, putain, c'est intéressant. » Même moi, je suis difficile si je vais sur YouTube... putain, toutes les vidéos me font chier, en vrai. Notre temps d'attention et tout, genre, c'est dur. Très peu de gens qui arrivent à percer aujourd'hui en faisant des formats longs sur YouTube intéressants, tu vois. Et là, quand tu prenais cette direction, vers ces formats, tu t'es pas demandé, est-ce que je pourrais pas être journaliste? Jamais, non. Ok. Ça m'est jamais venu en tête, non. Parce que c'est un travail un peu journalistique, finalement, ce que tu étais en train de faire. Ouais, mais j'avais certainement une mauvaise image du journalisme. Ouais. Des gros médias, voilà, tout, voilà, exactement. Et pareil, en mode, putain, je veux pas être corporate. Genre, je voyais pas. Aujourd'hui, j'en ai rencontré et tout, et je vois d'autres facettes du journalisme indépendant, notamment, qui est très cool. Mais sinon, non, c'est jamais un truc qui m'a attiré parce que aujourd'hui, l'image des médias, ça me plaît pas, tu vois. Oui, puis ils sont pas indépendants, pour beaucoup. Ouais, donc ça craint. Donc non, je me suis pas dit ça. Mais pareil, c'était trop intéressant de se dire, bon, là, j'ai envie de faire ça et je vais le faire. Et voilà, on va voir. Et c'était trop cool. Et au bout d'un moment, du coup, je me suis... Quand est-ce que ça a commencé? C'était l'été d'après, du coup, 1 an après cette crise de la 28e. Donc c'est l'année dernière, c'est ça? L'été dernier? Ouais.
Là, on est en... Ouais, c'était l'été dernier. On est en octobre 2025, donc c'était en été 2024. Exactement. Ok. Été 2024, il y a plusieurs choses. Je consommais un peu du contenu américain qui était très orienté food, restaurant et tout. Donc, j'en consommais d'un côté. Tu consommais lesquels Jack's Dining Room, je sais pas, tu vois. Ouais. Bah, c'est lui, même si, bon, aujourd'hui, c'est pas la vision de la gastronomie que j'aime bien, mais putain, dans l'entertaining, il a été très bon. Et j'étais en mode, putain, il n'y a pas trop ça en France, je pourrais essayer de faire un peu ça. Et il y a eu 3 choses. Il y a eu ça, il y a eu mon pote à Barcelone qui voulait ouvrir son resto. Et j'étais en mode, putain, c'est la première fois qu'un projet professionnel me rend un peu jaloux, tu vois. J'étais en mode, putain, stylé, j'aime bien cette histoire, tu vois. Ah ouais. Tu vois, j'étais en mode, putain, la bouffe et tout, ça m'intéresse vraiment. Et, parce que ça, je m'étais un peu fermé. Et troisième truc, c'était j'étais en mode... j'avais acheté un vélo et j'étais en train de me balader. J'étais allé voir des potes dans le Pays Basque. Et j'étais en mode, mais pourquoi pas partir de Bordeaux et traverser à vélo et je regarde où je vais aller manger, tu vois. Putain, en plus, le Pays Basque. Ouais, j'en mets. Mais quel kiff, c'était de putain, où est-ce que je vais manger? T'as trop faim en vélo, tu vas te faire des bonnes bouffes locales et tout. Et un peu trois éléments combinés qui me fait, mais en fait, et encore cette mentalité de ce que je t'ai dit, de fais au lieu de réfléchir. Là, j'ai eu cette idée, j'étais en fais-le en fait. Ouais. Et du coup, je fais un peu mes vacances d'été, je reviens, je me souviens, j'en parle à des potes, on était sur une rando. C'était encore une autre bifurcation, tu vois. Une lubie. Encore un virage, un pivot. Et après, on s'est fait une randonnée 1 an plus tard. Et putain, je me souviens quand tu me parlais, maintenant, ça a marché et tout. Genre, c'était marrant. Et du coup, à cette époque-là, j'en parle, je le fais. Je me souviens, la première vidéo que je fais, j'étais chez mes grands-parents et je vais voir une boulangerie, je sais pas quoi, je le fais. Et j'étais putain, c'est sympa. En fait, d'un point de vue personnel, je trouvais déjà que le format court était très agréable à monter et à faire. En fait, tu montes 7 vidéos, tu les publies les 7 dans la semaine, il y en a une qui marche pas, tu t'en branles, ça va vite. Sur une journée, tu peux faire 2 vidéos, 3 vidéos si tu veux, si tu bosses beaucoup. Et du coup, t'es productif, t'as ce sentiment de putain, je travaille bien, ce qui est très agréable. Et surtout les tournages. J'étais en mode putain, le milieu de la gastronomie, j'ai commencé à faire des tournages. J'ai adoré parce que c'est très social. Il y a des gens. Au final, c'est toute une histoire de gens. Et c'est trop agréable de tourner des trucs et parler aux gens et bien manger, évidemment. Quel kiff. Grave. Et du coup, tout s'est un peu aligné de putain, personnellement, j'adore ça, là, ce que je suis en train de faire. Et ça me changeait un peu de YouTube qui commençait à me saouler. Et du coup, le format court, j'étais en mode putain, c'est incroyable. Et du coup, je commence. Et le format court, tu le diffuses sur Insta à ce moment-là, TikTok? Est-ce que tu le mets en short YouTube aussi ou... Alors, je sais plus ce que j'ai fait au tout début. Peut-être short, ouais, et Insta. Ok. À l'époque, c'est short et Insta. Et Insta, t'as commencé à... J'avais 30 followers. Ah ouais. C'était l'été dernier. Un Insta Pro que j'avais créé déjà pour mes trucs YouTube et tout. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire marcher les vidéos longues avec un Insta et tout. Bref, des idées que j'ai fait. C'est ouf. J'avais vraiment 34 followers. Et très rapidement, c'est devenu 1000. Et j'étais en mode, mais putain, ça marche bien, genre. Et très rapidement, c'est genre au bout de combien de temps? Je sais plus. Allez, 3 jours. Non, c'était pas 3 jours, mais... Je sais plus. C'était peut-être 2 semaines, tu vois. Ah ouais. Et pour moi, c'était beaucoup. Bah grave. Et là, je suis en mode, putain, j'ai 1000 followers et très rapidement 3000. Et en fait, je commence à faire des vidéos qui pètent, tu vois. Et ça marche. Très rapidement, dans le premier mois, je fais des vidéos qui font 1 million de vues et tous les trucs que j'étais pas habitué sur YouTube. J'étais en mode, putain, lourd. Et du coup, il y avait cet alignement de moi, ce que je fais, ça m'intéresse profondément. Je tire beaucoup de satisfaction de ce que je fais. Et en plus, putain, ça marche. Et du coup, là, j'étais en let's go, tu vois, bouchée double, et j'y vais à fond là-dessus. Et j'étais confiant dans ce projet de, OK, à ce rythme-là, ça va marcher. Et du coup, à partir de ce moment-là, où j'avais peut-être 3000 abonnés, j'ai eu un rythme de j'en prends 10 000 par mois, et très linéaire. Et ça a marché. Et j'ai publié des vidéos, et j'étais à 10 millions de vues par mois. Et tout, genre, ça marchait trop bien. Ah, c'est dingue, hein. Et Insta, quoi. Vraiment. Pourquoi? Alors, il y a pas mal de gens qui ont leur théorie et tout, sur pourquoi ça marche et tout. Il y en a beaucoup qui aiment bien dire que c'est parce que j'ai un contenu authentique. Et c'est vrai.
Mais pour moi, c'est pas pour ça que ça marche. Parce qu'il y a plein de contenus authentiques, mais qui Ouais, ne marchent exactement. pas. Tu as deux phases de l'équation. Toi, soit les contenus très optimisés, réseaux sociaux qui marchent très bien parce que c'est dans le sensationnel et ça marche très bien. Et tu as les contenus très authentiques qui, eux, ne marchent pas. Et entre les deux, bah, tu as moi qui essayais de faire... Ok, je voulais rester authentique à ce que je faisais et parler avec ma voix, donner mes impressions vraiment. Mais à la fois, je réfléchissais à putain, qu'est-ce que je vais raconter ? Il y a beaucoup de storytelling, de qu'est-ce que je vais raconter pour intéresser les gens. Tu vois, je faisais pas une vidéo en mode ah tiens, c'est mon partage personnel, voilà ma petite adresse chouchou. Allez-y manger, c'est trop bon. Ça marche pas sur les réseaux aujourd'hui. Ça marchait peut-être il y a 5 ans, mais aujourd'hui ça marche pas. Et moi, il y avait quand même ce projet dès le départ de il faut que ça marche parce que c'est un peu j'en avais essoufflé mon chômage et tout et j'étais en mode bon bah c'est un peu mon dernier essai de vivre de la création de contenu. Et du coup, j'étais en mode, faut que ça marche. Et du coup, je réfléchissais aussi à qu'est-ce que j'allais raconter pour intéresser les gens. Et le secret d'une vidéo qui marche, c'est que tu intéresses les gens dans les 3 premières secondes, tu captes l'attention. Et encore aujourd'hui, j'ai pas la recette mystère du tout. Mais c'est sûr que si tu n'y penses pas et que tu penses juste à faire un contenu sincère, ça marche pas, ça va pas marcher. Donc, il y a cette dualité où je l'ai fait beaucoup quand au tout début de mon compte, donc c'était il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an. C'est dingue. Et je pensais beaucoup, ok, je vais aller filmer ici parce que je sais que ça va marcher sur les réseaux. Je pensais beaucoup à ça. Aujourd'hui, beaucoup moins. Alors, je suis beaucoup plus je vais faire ça parce que ça me fait plaisir. Parce que tu peux te le permettre maintenant. Parce que je peux me le permettre. Mais du coup, clairement, mon compte marche plus aussi bien que ce qui marchait au tout début. Pourtant, j'ai beaucoup plus d'opportunités maintenant et tout parce que maintenant, je suis un gros compte maintenant. Alors qu'au début, pas du tout. Alors qu'au début, putain, n'importe quelle vidéo que je faisais, elle pétait. Hein. C'était quel genre de vidéo ? C'était quoi ? Qu'est-ce qui marchait dans les premières vidéos ? C'était quel lieu ou ton premier million, c'était sur quoi ? Premier million, j'en suis. C'était sur Aoba Dengo. C'est une petite boutique. Ah mais oui, non mais les pauvres, ils ont été dépassés. Je me souviens très bien de cette vidéo. Exactement, ils ont été mis dans le dur. Et là aussi, c'était assez incroyable, eux et d'autres. Hein, mais en mode, putain, l'impact que tu peux avoir. Moi, random, à l'époque, j'avais 5000 abonnés. Je les ai mis en PLS. Oui, parce que pour expliquer, c'est un petit comptoir japonais où il y a quelques onigiri et des dango, donc des pâtisseries japonaises à base de farine de riz gluant. Mais c'est vraiment, on peut mettre 3 personnes dans la petite boutique, quoi. Exactement. Et ils n'étaient pas prêts pour recevoir un afflux massif. Mais c'est ça un peu l'envers de la pièce, c'est que, putain, t'envoies beaucoup de monde sur une période donnée, genre sur 1 mois, il va y avoir beaucoup de monde, et voilà. Et du coup, c'est trop pour certains, mais au moins... Et c'est vrai que là, tout de suite, elle m'a demandé est-ce que tu peux retirer la vidéo de tes vidéos épinglées, tu vois. Pas retirer. Mais j'étais ouais, pas de souci, mais c'est vrai que putain, tu veux faire du bien et au final, tu les mets un peu dans le dur. Bon, après, je pense que ça leur a fait quand même un gros coup de boost, tu vois. Bien sûr. C'est marrant, c'est ce qui est arrivé aussi au Guide Ultime tout le temps, nombreuses fois. Et maintenant, il y en a beaucoup qui ne veulent pas apparaître sur le Guide Ultime pour pas avoir un afflux. À côté de ça, j'en ai connu... Oui, qui veulent. Énormément qui veulent, mais même à qui, le Guide Ultime, pour parler d'eux, a fait le succès de leur restaurant, tu vois. Je parlais à Monet, tu vois, les cordons bleus. Il m'a dit, gros, dès les premiers mois, on a eu le Guide Ultime, et après, ça a pété, il y avait tout le temps des gens, tu vois. C'est dingue. Parce que c'est le genre de concept qu'il faut que les gens connaissent, et une fois qu'ils connaissent, ils vont y aller, tu vois. Mais du coup, c'est clair que tu te rends compte que tu as un pouvoir d'envoyer des gens, et avec grand pouvoir vient des grandes responsabilités. Et c'est marrant parce que du coup, ça t'amène sur te demander quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu as envie de promouvoir, t'as un impact, qu'est-ce que tu vas dire, comment tu vas le dire. Parce que j'ai pas envie de taper sur des gens. Et j'ai vu plusieurs comptes qui disaient ça. On peut aujourd'hui, avec l'influence que tu as, aller dire c'est nul, c'est difficile, tu vois. Ça peut mettre des gens dans la merde. Donc, ça te fait beaucoup réfléchir à qu'est-ce que tu fais en termes de, là, purement gastronomie, restauration. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu le fais ? Et qu'est-ce que tu as envie que ça dégage comme effet, tu vois ? Et c'est marrant, c'est très intéressant, je trouve, cet exercice de valeur, notamment sur les sponsoring et tout, ça on pourra en parler,
c'est un truc où ça te fait ressentir tes valeurs de manière très concrète parce que ça a des conséquences très concrètes et aussi, parfois, avec le sponsoring et tout, on me propose tel argent pour ça. Ah, combien vaut ta valeur de ça? Et en fait, c'est trop drôle, mais du coup, toutes les valeurs ont un prix. Quand tu vois qu'il y a des énormes chefs qui font des collabs avec Burger King, bah, ça a un prix. Je suis sûr que pour 10 000 euros, il ne le fait pas. C'est clair. Et moi, c'est pareil. Mais vas-y, ouais, évidemment, on te met à l'abri. T'es descendant pour 10 ans, bah, ce serait trop con de ne pas faire un putain de burger chez Burger King, tu vois. Mais c'est... Du coup, les réseaux, en tant que créateur, ça te confronte vachement à tes valeurs et chacun trace la ligne où il veut et définit ce qu'il veut bien faire et tout en fonction de ses valeurs et c'est très modulable, il n'y a pas de vérité. Seul truc que tout le monde ne fait pas, à la limite, c'est Temu qui contacte tout le monde. Parce que ça, c'est facile, parce que tout le monde sait que c'est de la merde. Et du coup, tu te exposes publiquement, je fais de la merde. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui réfléchissent comme ça. Mais moi, ça a été vraiment un exercice de putain, mais qu'est-ce que j'ai envie de proposer sur les réseaux ou pas? Parce que c'est un projet, je suis pas là pour gagner ma vie, entre guillemets, si c'est important. Mais il vient d'un projet professionnel, d'une reconversion où je gagnais déjà bien ma vie avant et c'est pas le but de maximiser mes revenus, tu vois. L'intention, elle est autre. Et du coup, ça a été un exercice intéressant de, à chaque fois, se dire, bon, bah, pourquoi je publie ça, mais quelles sont les réponses à ces questions? Je suis pendue à tes lèvres. Il y a eu plein de questions. Là. Oui, mais ce qui est important, c'est le questionnement. C'est le chemin. Putain, je suis terrible, mais ouais, c'est dur à définir, mais je suis encore en train de le définir. Déjà, de partager ma vision de la gastronomie, ça c'est clair, avec de l'authenticité, avec le bon produit, tout ce qui est bien cultivé dans l'air du temps et tout. Enfin, des trucs qui ont du sens, vraiment. Moi, c'est ça. Sur le point de vue gastronomie, je sais à peu près ce que j'ai envie de partager. C'est de l'authenticité, des trucs qui ont du sens. Et des trucs qui sont bons, tu vois. La base, c'est quand même, putain, c'est bon. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est faire découvrir et faire découvrir. C'est un peu ce qui m'anime, de tout ce qu'on parlait avant d'aventure et tout. J'aime beaucoup, j'adore découvrir quelque chose. J'adore quand je vais dans un restaurant, il y a quelque chose que je connais pas et qui est bon. Et qui est très bon. C'est encore mieux. Mais putain, quelqu'un qui m'emmène dans son univers, que ce soit parce qu'il est chelou et il fait des trucs chelous, que ce soit parce que c'est une cuisine que je connais pas encore. Et de l'authenticité, c'est ça que j'aime trop et que j'aime trop faire découvrir et partager. Et donc, faut que ça reste sur cette ligne-là. Et après, par contre, ça peut prendre 10 000 formes, tu vois. Enfin, ça dépend de où t'es, de ce que t'as envie de faire et tout. Et c'est ça qui est bien, c'est que sur mon compte, j'ai toujours fait un peu ce que j'avais envie de faire. Et les gens suivent, et puis voilà. Et y a pas, je me suis jamais enfermé dans un concept. Et ça, j'aurais pas, parce que moi, j'ai besoin de varier pendant un mois, je vais avoir un peu cette obsession et le mois d'après, complètement autre chose. Et ça, c'est... La vie, quoi. Ouais, la vie. Enfin, pour certains cas qui ont besoin de renouveler, de changer beaucoup de choses. Et c'est chiant, on va pas se mentir. Ça peut être fatigant. Ouais, c'est fatigant. Et heureusement, aujourd'hui, c'est un cadre qui me permet de faire ça et ça, c'est trop cool. Et à partir de quand, du coup, tu as pu commencer à gagner ta vie grâce aux vidéos? En gros, je me suis lancé en août et j'ai commencé à avoir des premières propositions assez rapidement en décembre, donc quand même, peut-être novembre-décembre, mais en fait, c'était des restos. C'est là où j'ai eu mon premier truc de valeur. Putain, qu'est-ce que tu fais, gros? Et je me souviens, j'avais peut-être 20 000 abonnés et on me propose des collabs pour des restos. Et tout de suite, je suis pas à l'aise. Mais je me dis, putain, c'est comme ça qu'on fait et tout. Je regarde un peu autour de moi tous les comptes. Je me dis, putain, tous les comptes le font. Et je taffais un petit peu avec le guide ultime à ce moment-là. Et je demande à Ali, gros, tu pas, on se pose, on discute de ça parce que je sais pas quoi faire, j'ai besoin de conseils, tu vois. Et lui, son conseil a tout de suite été en mode, gros, fais pas de collab avec les réseaux. Parce que tu vas t'enfermer à faire des trucs que tu veux pas, tu perds grave ton... cette authenticité. J'étais en mode, putain, hyper aligné, mais c'est vrai que tout le monde le fait, et ça a pas l'air de gêner les gens, au contraire, tu vois, c'est pas les comptes les moins
sponsorisés par les restos qui marchent pas du tout. Ouais, et du coup, je me demande quand même, il y a ce putain de truc qui traîne. Alors, au début, on me propose des trucs, c'était évident que j'allais pas le faire, genre des trucs éclatés au sol. J'étais en mode, bon, j'y vais pas. Oui, parce que ça aurait pu être un resto que t'aimais déjà bien. Voilà, et c'est là où la question est tricky. Ouais. Et du coup, on me propose ça. Et ensuite, on me propose un resto japonais et tout. J'aime bien le Japon, évidemment, mais que les gens apprécient. J'ai vu plusieurs influenceurs faire des trucs dessus. J'ai dit, bon, bah, vas-y, j'y vais, je vais voir. Et j'y vais, et je suis c'est pas ce que tu vois, réfléchir à qu'est-ce que tu veux faire, ça rentre pas dans ces cadres-là. Ouais. Pourtant, c'est pas nul, c'est loin d'être nul. C'est bien, et bien point. Ouais, il n'y a pas l'étincelle. Il n'y a rien. Et pourtant, les gens sont fans, les vidéos marchent très bien sur les réseaux, c'est incroyable. Et moi, je trouve ça juste bien, et je me pose, j'avais filmé, je regarde mes vidéos, je le monte. Et je suis en mode, je donne pas suite au truc. Donc, je laisse tomber ce premier truc et j'étais en mode, bon, bah tant pis, on va attendre et tout, que ça prenne plus. Et du coup, comme mon compte a été un peu plus que la gastronomie, voyageur gourmand, donc j'ai fait pas mal de vélo et de voyage et de, je sais pas, un peu de moi d'exprimer ce que j'aimais bien. Et bah, j'ai eu d'autres opportunités plutôt là-dessus. Et ça, c'est trop cool parce que ça me permet de rester indépendant vis-à-vis des restos et d'avoir quand même des collabs, qui est le nerf de la guerre sur Insta, puisque je rappelle tout le monde, à chaque fois c'est une surprise, Insta ne rémunère pas du tout. Et ce qui est ok, parce que ça t'amène des collabs. Mais en fait, quand c'est des collabs de restaurants, bah, c'est chiant. Et donc, j'ai eu mes premiers projets à partir de février-mars. Et là, dès que tu as 2 projets dans le mois, tu sais que ça marche, ça te rapporte assez d'argent pour que tu puisses en vivre. Et surtout, tu te dis, bon, bah, ça fait qu'augmenter. Et ça a été le cas. À partir de là, j'ai eu plein de projets au point qu'à un moment, j'ai eu un peu un mois où tous les trucs sont arrivés en mode, faut plus maintenant, faut plus maintenant. J'étais en mode, putain, j'ai full le sponsor là, ça craint un peu, genre, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Alors que pendant un mois, là, tu vois, ça fait un mois, j'ai pas eu de sponsor. Enfin, c'est variable. Mais et c'est des sponsors du coup, c'est quoi? C'est du matériel de sport Genre typiquement, j'ai fait une grosse collab avec Iron, on a fait le tour de France avec un food truck et j'animais le truc et je partageais sur les réseaux. C'est trop cool. C'est charmé, et en fait là où ça paye pas mal, c'est des événements qui sont liés à la gastronomie ou au sport ou quoi. C'est des événements, donc ça, je suis à l'aise à promouvoir ça. C'est des événements terroirs, j'ai fait des randos dans les vignobles, j'ai fait un festival de vélo, Là, je vais aller au festival de la Coquille Saint-Jacques à Saint-Brieuc. Je suis amené pour faire ça, c'est trop cool. C'est des collabs avec lesquels je suis aligné, qui me posent beaucoup moins de problèmes. Les marques, c'est toujours un peu plus problématique. Tu t'engages auprès d'une marque et tout, genre. Et du coup, avec les collabs, t'apprends aussi un peu. Au début, parfois, tu dis oui à un truc et tu te rends compte que c'est de la merde, mais t'as signé. Et ça, c'est le gros problème du modèle, en fait, je trouve. Putain, modèle qui est basé sur du sponsoring. Trop chiant parce que tu dois endorser des marques auxquelles parfois tu t'en as rien à faire, tu vois. Tu peux pas changer d'avis. Bah non, t'as signé un truc. Et du coup, ça m'est déjà arrivé à 2-3 reprises d'avoir fait un truc et j'étais en mode, bah c'est nul, mais il faut que je publie un truc, quoi. Et parce que du coup, tu dois faire des vidéos pour eux, c'est ça, sur les événements Ouais, que ce soit événement ou autre, mais en fait, le deal, c'est en mode, bah tiens, tu nous produis une vidéo qui va... Et en fait, les collabs les plus chiantes sont en mode, qui va dire ça, et il faut que tu fasses ça, et il faut que ce soit un speech produit nul. Alors que les collabs les plus cool, c'est en mode, bah viens à cet événement, ou viens faire ça, et tu partages la vidéo que tu as envie, tu vois. Ouais, et finalement, c'est ce qui te ressemble le plus. Donc, mais le contenu, finalement, c'est ce qui va le plus plaire à ta communauté. Il y a beaucoup maintenant de marques qui font ça bien parce qu'ils ont des équipes qui ont compris ça, mais sinon, c'est des équipes internes, il faut faire plaisir au grand boss qui, lui, ne sait rien de tous ces trucs-là, et en mode, je veux que lui, il dise ça de mon produit et tout, un peu à l'ancienne, tu vois. C'est normal, ça se comprend, mais du coup, j'ai découvert ce monde de la collab et tu fais tes petites erreurs et tout, mais pareil, tu dresses tes limites de qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu refuses. Et c'est intéressant comme exercice. Et moi, j'ai eu la chance, comme tu as dit, mon compte a très bien marché. Et du coup, j'ai eu pas mal d'opportunités et j'ai pu faire la fine bouche, tu vois. Et parce que aussi, c'était pas pareil, j'approchais ça d'un angle, putain, j'en ai pas besoin pour vivre là.
Donc, c'est pas un drame, tu vois. Oui, tu peux te le permettre. Ouais. Et du coup, c'est là où je juge pas du tout les autres créateurs. C'est chacun a son contexte et sa ligne et ce avec quoi il est à l'aise. Et là, moi, typiquement, du coup, il y a ce truc des restos qui revient, où tout le monde, plein de restos te demandent tout le temps, viens faire une collab. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, là, t'as un burger qui me propose, viens faire une collab et tu fais ton propre burger. Et j'ai dit, putain, ça peut être intéressant. Là, je vais pas aller au resto pour te dire, viens, c'est trop bon, vas-y. Viens au resto parce que y a mon propre truc et tout. Et au final, au final, ils voulaient un truc comme tout le monde. Et j'ai plus ou moins fait mon burger, mais vas-y, c'était que des trucs existants. Ouais. Du coup, tu réessayeras pas. Et du coup, j'ai fait une collab bouffe. C'était celle-là. Et après, j'étais ça me saoule. Et j'ai envie de rester indépendant. Je vais le faire. Tant que je peux me permettre de faire ça, c'est trop cool. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent sur la table parce qu'on te propose tout le temps. Et les gens ne se rendent pas compte quand on te propose, tiens, 3 000 € pour une vidéo. C'est de l'argent facile. Pourquoi faire autrement, comme dirait Booba. Mais c'est toi et tes valeurs, en fait. Et ce que tu peux te permettre de faire aussi, il y a plein de... Tu vois, là, typiquement dans le milieu de la food, mais c'est pareil, mais moi je connais bien le milieu de la food, t'as plein d'influenceurs qui vont faire ça à leur sauce. Oui, mais moi c'est fine parce que je partage que ce que j'aime bien. Après, c'est l'excuse facile, oui, je partage que ce que j'aime bien, évidemment. Mais t'en as qui le font avec plus ou moins d'authenticité et il y en a pour qui ça me gêne pas, tu vois. Il y en a qui le font bien. Et je suis en mode, putain, c'est fou et c'est chacun... Chacun son style et comme tu dis, ce avec quoi il est à l'aise. Quoi. Ouais. Et ça, c'est assez ouf. Mais du coup, moi, je me suis dit, j'ai eu la chance de pouvoir avoir d'autres collabs. Je suis très bien. Pour l'instant, je vais être indépendant sur le resto. Mais oui, la question se pose et elle est gênante quand c'est un resto que t'aimes bien et que limite, tu vas faire sans qu'il te paye, tu vois. Ouais. Et attends, putain, c'est vrai qu'il faudrait que je puisse... Parce que soit tu te dis, je suis indépendant, soit tu ne l'es pas. Et c'est vrai que c'est frustrant. Là, typiquement, j'en pense à un. Je viens d'aller le faire. Et je sais qu'ils ont fait des collabs avec d'autres influenceurs, tu vois. Je suis en mode, putain, c'est chiant. Mais à la fois, c'est un truc stylé. Ouais. T'as pas envie qu'il te paye, mais en même temps, t'as envie de parler de lui. Et je me dis, putain, il y a peut-être un truc à trouver. Je sais qu'il y a un mec dans le sud aussi. Je voyais tous ces posts, c'était collabs. J'étais en mode, putain, mais t'es un sacré enculé. Il fait que des collabs. Et en fait, j'ai parlé après avec un restaurateur chez qui il était allé. Il m'a dit, non, le gars est trop cool et tout. Et en fait, il demande après 200-300 € pour les frais de montage de vidéos et tout. Et en vrai, c'est un gros influenceur du Sud. Et ça les vaut largement, genre, qu'on soit clair, largement. Ouais. Et du coup, lui, il fait ça, il se rémunère comme ça, mais c'est de manière assez authentique et tout. Donc chacun trouve un peu Un peu comme s'il était le CM d'un jour. Free d'un jour et tout. Genre, et ça vaut bien plus que ça, tu vois. Il y a des gens qui payent 2 000, 3 000 €. Oui, il ne fait pas payer son influence, il fait payer juste la création. Il fait payer son taf. Vidéo, quoi. Et du coup, c'est intéressant aussi comme conseil. Mais du coup, tu dois écrire, parce qu'il perçoit de l'argent pour cette chose, il doit écrire collaboration commerciale. Et c'est très bien que ce soit obligatoire en France. Ouais. Mais du coup, la question se pose du revenu et il faut que je parle à d'autres gens aussi de comment ils font, parce que c'est vrai que si tu as beaucoup de valeur parfois. Et j'ai eu des restaurateurs qui m'ont dit, mais gros, on peut te payer pour ce que tu as fait, parce que ça a une valeur, tu vois. Et il faut trouver des sources de revenus qui soient pérennes, c'est ça l'enjeu des réseaux. Là, mon enjeu, là, ça va être de trouver des sources de revenus pérennes, parce que sinon c'est précaire. C'est en mode, putain, tu dépends de la collab, de si ça marche bien en ce moment. Ouais, c'est très aléatoire. C'est très précaire comme situation et t'as pas envie de ça pour le futur, tu vois. Et du coup, c'est clair que... Et c'est intéressant avec le modèle journaliste, tu vois. Aujourd'hui, je suis indépendant dans ce que je fais. Je m'intéresse vachement à ce que je fais parfois des recherches, il est sincère. Il y a un côté journalistique. Les journalistes vont détester que je dise ça, mais il y a un côté journalistique. Mais pour autant, les revenus, c'est des revenus d'influence, mais indépendants. Du coup... Il y a un truc à craquer. Ouais, il y a un truc à réfléchir de putain. Et en même temps, il vient d'où le problème, c'est que Insta rémunère pas. Si Insta rémunérait, je serais OK, j'aurais pas besoin de sources de revenus externes. Mais c'est là que je me demande, t'es sur TikTok aussi ? Je suis sur TikTok rémunère, mais ça marche moins bien. Ah, sérieux ? Ça marche beaucoup moins bien. Comment ça se fait ?
TikTok, c'est un style particulier. Moi, je suis déjà une génération au-dessus. J'ai 30 ans. On utilise TikTok, mais pas natif, tu vois. Même si maintenant, je capte tous les codes. Le contenu que je fais, il est plus axé Insta. C'est con à dire, mais ouais, il est plus pour les personas d'Insta. Et aussi, globalement, le contenu food marche mieux sur Insta. Et du coup, heureusement, j'ai des revenus TikTok. Ça, c'est mes seuls revenus qui sont un peu indépendants de toute collaboration. Et ça, c'est trop cool. Et juste de ton influence. Ouais. Et justement, TikTok, il te paye quand tu fais des vidéos de plus d'1 minute. Ok. Et il y a eu un moment où je me suis dit, putain, gros, fais des vidéos de plus d'1 minute. Mais c'est quand j'ai commencé à faire ça que, du coup, tu étires un peu le truc et c'est moins rythmé. Et du coup, les vidéos marchent pas bien. Et du coup, tu fais une vidéo d'1 minute, mais elle marche pas. Du coup, ça te rapporte pas. Du coup, c'est un peu... faut craquer le truc sur TikTok. C'est marrant qu'ils rémunèrent les vidéos de plus d'1 minute. Ouais. Comment ça se fait ? Pourquoi ils ont fait ce choix ? Parce que je pense que c'est facile de faire un buzz d'une vidéo de 10 secondes. Et du coup, ils devraient... c'est leur intérêt, quoi. Ouais, mais non, 10 secondes, il y aurait trop de gens. L'intérêt des réseaux, c'est quoi ? C'est faire rester les gens sur la plateforme. 10 secondes, c'est pas assez, genre. Du coup, si tu fais une vidéo qui marche très bien, et en plus, ça dure 1 minute, là, c'est royal, ils te payent en moins de viens. C'est dingue. Hein. Ils payent à partir de combien de vues ? Je sais plus, je crois qu'il faut que tu aies 10 000 abonnés. Et je sais pas trop comment ça marche, mais chaque vidéo est éligible, tu vois, c'est en fonction du vue, de combien de vues tu fais, plus tu vas faire de vues, tu vas gagner. Et TikTok, c'est un peu tout ou rien. C'est soit tu fais une vidéo qui va buzzer, soit ta vidéo va faire en dessous de 1000 vues, tu vois. Ah ouais. Tout le monde, genre, même les grosses communautés et tout, ils ont des vidéos à 5000 vues et d'autres à 1,5 million facile, tu vois. Enfin, c'est dingue. C'est tout ou rien, TikTok. T'as combien d'abonnés, du coup, sur TikTok ? Je suis à plus de 40 000, je sais pas combien. Okay. Et 130 sur Insta, donc ouais. Et YouTube ? Quand même une grosse diff. Et YouTube, j'ai arrêté de publier. Je publiais les shorts, j'avais arrêté un moment. Et là, je me suis dit, mais putain, ça peut rapporter aussi. Donc, pareil, ça peut rapporter. Ça sonne un peu greedy, mais c'est juste c'est du revenu indépendant. Mais surtout, c'est du revenu qui est attaché à rien. Bien et ça, sûr. c'est royal. Et du coup, là, j'ai commencé à republier. J'ai 13 000 sur YouTube. Et YouTube c'est peut-être ce qui marche le moins. Aussi ? Ouais, YouTube rémunère. Okay. Mais sur les shorts, il faut vraiment faire du volume pour que ça rémunère bien. Et sur les vidéos, ça rémunère pas mal. Et j'aimerais bien faire des vidéos longues, mais trop de taf à voir à l'avenir et tout. Mais je trouve ça intéressant. Du coup, maintenant, c'est quoi la ligne édito du voyageur gourmand ? Comme tu ne savais pas exactement il y a 1 an, là, t'en es où ? J'adore la question piège. Tu fais ça tous les jours ? Non, mais c'est ce que je te dis. Je me repose cette question tout le temps. Et ça qui a Tu vois, il y a eu un moment... j'étais en mode, OK, je veux aller... L'idée, c'était un peu d'aller chercher en région, n'importe où en France, des expériences qui valent le coup du déplacement, tu vois. C'était un peu ça, en mode, des restaurants qui te font déplacer en week-end, qui te font découvrir des choses un peu. Mais en fait, le guide conducteur, c'est toujours la découverte. Découvrir quelqu'un, l'histoire de quelqu'un. Je publie parfois des interviews parce que ça m'intéresse, genre, je trouve ça intéressant. Je publie parfois des découvertes que je fais moi, des trucs que je partage aux autres que je connais moi, mais qui sont sympas à partager. C'est toujours un peu dans cet esprit de découverte. Maintenant, le voyageur gourmand se réinvente tous les jours. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Et on est d'accord pour dire que demain, ce sera peut-être pas la même chose. C'est intéressant parce que du coup, aujourd'hui, comme je t'ai dit, en novembre, je vais me poser à Paris. Et du coup, je vais faire du contenu sur Paris. Là où pendant... là, ça fait 1 an un peu moins, 8 mois que j'arrête pas de voyager non-stop. Ce qui est très cool, mais très fatigant aussi, t'as envie de te poser, évidemment. Ouais, non, mais surtout que tu voyages à vélo, quoi. Ouais, vélo-train, énormément. Et trop cool, en vrai. J'ai trop kiffé ma life cette année-là. C'était trop bien. Et du coup, là, c'était vraiment... j'avais cette idée en tête de... le voyageur gourmand, c'est des voyages à vélo et des restaurants authentiques. Restaurant authentique, voyage vélo. Et d'ailleurs, la tagline sur mon Insta, c'est aventure gastronomique. Ok. Et ça résonne un peu pas mal ce que je fais. C'est des aventures, j'aime bien découvrir, aller faire des choses un peu.
Et que ce soit... le fil conducteur, c'est la gastronomie, évidemment. Gastronomie dans le sens food, en fait. Il n'y a pas d'équivalent food en France. T'as nourriture. Nourriture, c'est pas vraiment ça. Gastronomie, ça fait tout de suite gastronomique. Mais en vrai, gastronomie, c'est tout ce qui est relatif à la nourriture, la cuisine, etc. Donc, c'est le bon terme, mais parfois, ça fait un peu trop gastronomique. Mon contenu n'est pas forcément gastronomique, mais gastronomie. et ouais, c'est l'aventure. Donc, il y a eu un moment où j'ai fait je faisais des courses à pied et j'allais manger les différents cookies de Paris, de New York en faisant des courses à pied. Il y a eu un moment où ça a été beaucoup plus vélo, il y a eu un moment où c'était des formats séries en mode là on va découvrir la cuisine américaine à Paris, le Japon à Paris, nanani. Donc il y a pas mal de séries et tout, mais le fil conducteur c'est un peu une aventure. C'est ça que j'aime bien. Et maintenant que je vais me poser à Paris, ça va être la question de ok, c'est quoi un peu le fil conducteur J'ai pas mal d'idées en tête, mais en fait, c'est le vrai fil conducteur, vraiment, c'est ce que j'ai envie de faire sur le moment. Tu vois. Et ça évolue pas mal. Rien qu'en un an, j'ai tellement évolué, moi, sur mon palais, ma connaissance de la cuisine et tout, que forcément, c'est pas pareil qu'au tout début, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Mais c'est ce que tu disais, c'est en faisant, finalement, que tu découvres ce que tu veux faire. Ouais. Et du coup, clairement, c'est là où j'arrête pas de te dire je me pose la question mais je te donne pas de réponse parce que c'est le cas, tu vois, c'est grave important de se poser les questions, mais en fait les réponses elles évoluent, tu vois. J'arrive pas à marquer dans le fer, ok putain le concept c'est de mettre en avant, tu vois, quand tu parles typiquement à Ali, lui, il est un peu plus en mode je veux partager des histoires, mettre en valeur des gens qui sont moins mis en avant de manière générale et tout. Et moi, j'ai pas cette mission de base, tu vois. Moi, de base, c'était moi, je veux créer du contenu qui me ressemble. Mais c'est quoi le contenu qui me ressemble ? Il est très changeant. Mais en tout cas, une ligne conductrice, c'est la découverte. L'autre, c'est l'authenticité. Ça va être moi. Moi, j'évolue, mais ça va être moi. C'est top. Mais c'est marrant, du coup, ça me fait repenser à ce que tu m'as dit au début sur le paradoxe du choix. Ouais. C'est grave. Quand tu te poses ces questions-là, j'ai l'impression que tu n'oses pas faire un choix justement sur qui tu es. Parce qu'effectivement, tu es des milliards de facettes. Ouais. Mais j'ai senti que tu voulais développer ça tout à l'heure et comme ça m'intéresse beaucoup. Non, c'est intéressant cette histoire de choix et justement quand... Je pense que dans notre vie maintenant, quand tu as beaucoup d'options, il faut choisir. Il faut te limiter, il faut te brider. C'est un peu ça la clé de l'engagement. Il faut dire, ok, là, tant pis, je vais me fermer volontairement. Et c'est dur de renoncer. Choisir, c'est renoncer. Tu renonces à plein de choses, mais tu vas être plus épanoui en te disant, ouais, putain, je me suis positionné là, j'ai renoncé à pas mal de trucs. Et c'est vrai que ça passe par là. Maintenant, c'est vrai que j'ai du mal à le faire. Et aussi, j'ai pas vraiment eu pour l'instant de raison particulière de me dire, ok, mon concept c'est ça va être cette niche assez précise. Non, c'est clair. Et puis ça a tellement changé en fait en un an et ça est allé tellement vite en un an. Ouais, c'est sûr. Et du coup, aujourd'hui, je préfère continuer d'expérimenter de trucs et peut-être que ça viendra un peu de mais là, ce qui me fait le plus kiffer, c'est ça, donc je vais faire ça. Mais c'est vrai que je me le suis dit 10 000 fois, cette histoire du questionnement, un truc de la création de contenu et de l'entrepreneuriat en général, c'est la remise en question. Tu te remets en question tout le temps, c'est chiant, mais c'est bien aussi. Et du coup, t'es en mode... à chaque fois que je me posais ces questions, j'étais en ok, là, je m'oriente un peu plus. Là, je vais faire vraiment des formats vélo parce que je kiffe le vélo. Et 2 mois plus tard, là, j'ai plus envie de faire ça. Ouais. Et ouais, c'est une question qui est légitime de se dire, putain, est-ce que je dois être un peu l'esclave de mes envies, suivre mes envies tout le temps ? Et putain, c'est stylé comme vie de se dire, putain, je peux faire ce que je veux. C'est trop stylé. Mais à la fois, t'as toujours ce truc de... Tes envies sont changeantes, si t'écoutes tout le temps tes émotions, tes trucs, c'est instable, tu vois. Ouais. Alors que se tracer un truc un peu plus défini, tu t'enfermes volontairement. Mais en fait, justement, moi, je suis venu de ce milieu un peu tracé, un peu fermé. J'avais besoin d'être trop cool, de pouvoir faire n'importe quoi. Ouais, de pouvoir découvrir. Ouais. Et si j'avais envie de voyager à tel endroit, je le faisais... Et tout le monde s'en fout. Ouais, non, mais c'est clair. En fait, ces questionnements, ça aide souvent
quand ça va pas. Ouais. En fait, les moments où tu n'arrives pas à te lever, où tu te demandes à quoi bon, pourquoi je fais les choses, c'est là que tu te souviens, ah si, en fait, c'est un peu pour ça, c'est machin, et c'est ce qui te redonne un petit peu le coup de pied aux fesses ces jours-là, quoi. Mais ça, je me rends compte qu'au final, c'est pas en s'échappant du monde corporate que t'échappes au questionnement de c'est quoi le sens de ce que je fais, tu vois. Ah, ça, c'est clair. un truc de fou. J'avais un peu cette impression de putain, si tu suis tes rêves, entre guillemets, que tu fais les choses pour toi, bah t'as plus ce questionnement de sens. Absolument, tu fais du contenu sur réseau, c'est inutile. Tu vois, c'est en mode putain, c'est pas une fin en soi, pourquoi tu fais ça? Il y a toujours, les questionnements sont toujours là, et tout le monde les a souvent, et c'est sain de se remettre en question de temps en temps. Ouais. Je sais pas quel est le rythme idéal. Ouais, c'est clair. Je suis peu sûr qu'il y en ait un. Mais c'est sûr que ça a été un sacré parcours, rien qu'en un an là, de questionnement. Ouais, en un an et en 30 ans, j'ai envie de dire. Mais ouais. C'est vrai. Parce que tout ça, c'est l'accumulation, quoi. Mais c'est d'avoir fait les choses. Pour terminer sur la création de contenu, et après j'ai quelques petites questions de fin de podcast, des questions vachement plus terre à terre sur la création de contenu. Est-ce que tu es seul toujours là? Ouais. Donc tu montes, tu tournes, tu fais tout seul? Ouais, c'est une question. Je sais que j'avais parlé à Consti, Ingrid Consti, qui elle a une alternante, je crois. Ouais. Et une agente? Et une agente, ouais. Ouais, j'étais rentré en agence. C'était pas ouf. C'était pas adapté à ma situation et tout. Mais en termes d'avoir quelqu'un, c'est clair que je suis quelqu'un qui aime bien travailler en équipe et tout. C'est un peu ce qui me manque. Maintenant, faudrait que j'ai un peu plus un projet défini de on va faire ça. Et au début, déjà, c'est très dur de déléguer des trucs de ton bébé, un peu ta création, tu vois. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça parce que, je maîtrise beaucoup mieux tout le processus. Mais c'est à voir. C'est un truc que je me suis posé la question. Vu que ça va, j'ai gagné des revenus et tout, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Pour l'instant, je pense, sur la fin d'année, je vais continuer. Parce qu'en vrai, ça va, le rythme me convient. T'as tant de parties de tournage, de kiff et tout. Évidemment, c'est plus sympa de tourner que de monter. Non, c'est clair. Mais c'est clair que d'avoir quelqu'un, d'avoir quelqu'un dans le processus complet, que ce soit pour t'aider à filmer, pour t'aider à scripter, pour truc et tout, quelqu'un qui soit vraiment impliqué à 100% dans le truc, ça peut être très bénéfique, tu vois. Et du coup, pourquoi pas à l'avenir, mais je sais pas trop comment goupiller ça. C'est clair que je peux pas encore créer une structure aussi grosse, donc ce serait pareil en prenant du stage, de l'alternance. Je sais pas trop. Mais c'est clair que ce serait cool. Mais c'est un peu un palier encore à franchir pour se permettre de... Je pense que tu le franchiras le jour où tu en auras vraiment besoin et que là, ça te va comme ça. Ouais. Et pour avoir une idée à peu près de combien tu peux gagner, je ne vais pas te demander sur un sponsor, mais un mois, tu peux gagner entre 0 et combien, par exemple? Après, c'est biaisé parce que j'ai eu un gros projet à un moment et ça, c'est pas la réalité du truc. Plutôt, on va dire, 10 000 euros, on va dire. Ok. Donc, entre 0 et 10 000 brut. Entre 0 et 10 000, ça oscille pas mal. Ouais, grave. Et t'es auto-entrepreneur? Ouais. Donc, moins 25% et blablabla. Et ok. Ouais. Et capé à 72 000 euros. Ah oui. C'est ça la question aussi de... Si tu es un peu dans l'entre-deux bâtard où est-ce que si tu grandes... Enfin, déjà, je suis très content d'arriver à me poser ces questions. Oui. Mais est-ce que tu essayes de grandir et là, tu entres dans des structures d'entreprise qui sont beaucoup plus contraignantes et en perte d'impôts et tout, genre... Faut que tu fasses des montages financiers bizarres. Les holdings, les SAG, les machins. Flemme. Et du coup, si t'es vraiment... tu gagnes 3 fois plus, ça devient... t'es obligé dans tous les cas, tu vois. Mais là, j'étais plutôt en mode, je vais continuer à dire non à des collabs qui ne m'intéressent pas et pas forcer sur cette limite et tranquille, vivre ma vie de micro-entrepreneur et voilà. Oui. Mais c'est sûr que la question se pose et du coup, comment tu t'organises une fois que tu dépasses ces montants, c'est à voir, Bon, après, tu peux contacter des personnes pour t'aider, des comptables, des machins, ou d'autres créateurs dans cette situation.
Mais merci pour ta franchise. Je t'en prie. Pour les petites questions de la fin, quelle adresse coup de cœur? Ouais, je sais. Et on déteste tous cette question. Mais là, celle qui te viendrait là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une cantine, un coffee shop, un resto. Ok, je t'en donne une, elle n'est pas sur Paris. Tiens, prends ça. Vas-y, je prends. C'est les Roseaux Pensants. Ok, c'est où? C'est en dessous de Tours. Ok. Donc, je ne sais même plus le nom de la ville. C'est une toute petite ville avec une abbaye, une église, je ne sais plus quoi. Et en fait, ils font une cuisine végétale où ils cuisinent les fleurs, mais d'une manière que je n'avais jamais vue. C'est des autodidactes reconvertis, avocats reconvertis. Et en fait, ils ont eu un projet trop beau et trop bien de putain, on s'installe en Loire, on va essayer de valoriser les trucs ici, c'est les productions céréalières. Okay. Et en fait, putain, ils font un tempeh de quinoa, ou je sais plus quel céréale, trop bon et tout. Et la cuisine m'a bluffé. Elle était sur le cul parce que c'était trop beau, c'était trop bon. Et en fait, j'ai jamais mangé de la cuisine végétale aussi gourmande. Et les mecs étaient en mode, putain, on cueille les fleurs et on les cuisine vraiment. Tu vois, c'était pas en mode, tiens, des petites fleurs déposées. Et ils avaient du coup, sa femme, au chef, lui c'est le chef, et sa femme a cette formation sur les plantes et tout, et elle s'y connaît de fou sur les plantes qui soignent et tout. Ils font plein de fermentation aussi. Je suis un grand fan de fermentation et de kombucha. Elle m'a servi un accord mets-vin avec que des boissons fermentées qui étaient top. Et souvent, je vais dans les restaurants, ils les font eux-mêmes et ils savent pas trop les faire. Et là, c'était incroyable. Et c'était trop stylé. Ils ont l'étoile verte. Ils n'ont pas encore l'étoile, mais je pense qu'ils vont l'avoir parce que c'est trop stylé. Genre, Et ils n'ont pas des écotables? Si, les 3. Ouais, oui, bien sûr. Ils sont tout en haut de... C'est dingue, ça me donne trop bien. On a trop eu des prix et tout. Genre, ouais, non, c'était trop stylé. Voilà, c'est mon côté très... bobo de la cuisine végétale. Et encore du jugement. Végétale, fermentée. Mais que j'assume. Mais c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois en plus, chez My Fermentation. Ah oui, trop. Ouais. Ouais. My Fermentation, très cool. Ouais, c'est top. Et d'ailleurs, je me demandais, comment tu trouves ces adresses? Quand tu dis, je cherche des adresses authentiques n'importe où en France et tout ça, donc à Paris, bon, t'as les potes, t'en as qui en parlent ou machin. Comment tu trouves les autres adresses? Il y a les réseaux un petit peu. Et je suis un énorme chineur de Google Maps. Google Maps, d'ailleurs, si vous faites un collab. Je crois que ça intéresserait Ali aussi. En plus, l'autre jour, dans une soirée, je croise un mec de Google. Il me dit, putain, c'est trop bien ce que tu fais. Et en plus, j'ai vu que tu utilisais beaucoup Google. Gros, t'inquiète, je vais te mettre bien. Attends. Et t'as envoyé un stylo Google. Non, pour l'instant, rien. Mais oui, c'est devenu de là. J'étais un énorme chineur de Google Maps de base. Et du coup, je sais lire entre les lignes de Google Maps. J'arrive très facilement à trouver des adresses qui me correspondent sur Google Maps. Ah, c'est dingue. Mais du coup, tu vas dans un lieu et tu cherches les bons avis, les machins Restaurant, et ouais, je fais ma petite recherche quand je suis dans le train. Souvent, c'est ça, là. Ah, trop marrant. Et ça, je le faisais avant. Dès le début, ma liste Google Maps était immonde. Et là, ma liste de Paris, elle est catastrophique à regarder. Elle fait peur. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, il y a aussi que je me déplace tout le temps en vélo à Paris. Et je tends l'œil. Et souvent, je vois un truc. Et là, je vais voir sur Google Maps. Et je me fais un avis du truc. Et ouais, je repère comme ça. Je parle beaucoup aux chefs et aux restaurateurs. Et bien sûr, une question, c'est on parle d'autres adresses, tu vois. Ouais. Et il y a pas mal de trucs qui sont comme ça, de recommandations, de restaurateurs qui font des trucs que j'aime beaucoup, qui vont te recommander des trucs qu'eux aiment beaucoup. Donc forcément, t'as un petit... Ça va forcément te plaire. Ouais, grave. Et du coup, c'est mon process. Merci. C'est pour ça que je te demande. Et que les Roseaux Pensants, je pense y aller un jour. Prochain, oui. Qu'est-ce que t'emmènerais à un repas chez des potes pour leur faire découvrir un truc ou les faire kiffer, ou que ce soit une boisson, que ce soit une sucrerie ou pour l'entrée Ouais, c'est un peu mon truc du moment que j'ai trouvé, tu vois. Et ça varie énormément. Ça peut être un kombucha, ça peut être un kéfir, ça peut être un vin, ça peut être du chocolat. Là, j'y pense, j'étais sur le salon Gourmet Sélection, qui est salon de l'épicerie fine, où t'as plein de mecs qui font des trucs assez cool.
Et là, j'ai découvert... il y avait plein de trucs très, très sympas. Il y a du maté hyper cool et tout. Enfin bref, plein de trucs cool. Putain, il y a une boisson aussi. Bref, trop de trucs que je pense. Mais ouais, c'est un peu... Putain, je t'ai dit que j'adorais découvrir quelque chose. Et dès que quelqu'un fait un truc en mode, putain, j'avais jamais vu ça. Trop stylé. Et là, putain, c'est encore un truc de fleurs. Je suis mort. C'est un mec qui fait comme les parfumiers à l'époque, il met des fleurs, donc il extrait l'essence, l'huile des fleurs dans son beurre de cacao. Et après, il en fait soit des chocolats avec une saveur de fleurs qui sont incroyables, comme les chocolats un peu au thé que tu peux manger. Je sais pas si t'as déjà eu des chocolats noirs au thé. Là, il a un chocolat plus blanc. Et pareil, je suis jamais chocolat blanc. J'aime pas le chocolat blanc. Qui aime le chocolat blanc? C'est du sucre. J'adore ça, c'est horrible. Je sais, j'en ai honte. Mais... Et il m'a fait kiffer le chocolat blanc parce que putain, avec cette saveur de rose, c'était excellent. Et ils font aussi des pâtes de fruits. Ouais. Pâtes de fleurs, en fait, ils appellent ça. Et du coup, c'est beaucoup de fleurs, très peu de sucre. Et pareil, il m'a refait kiffer la pâte de fruits. Qui aime les pâtes de fruits? Plus personne. Non. Toi? Sauf les très bonnes. Il y en a certains qui en font des très bonnes maintenant. Putain, mais... il fait des bonnes choses, en fait. C'est trop bien fait, c'est original. Comment ça s'appelle Fleurs de chocolat, peut-être? Je sais plus, mais ils viennent d'ouvrir une boutique à Paris. Ah, trop bien. Ça va buzzer moins que Cédric Gourlem, mais ça va marcher de fou. Pour Noël, là, ça va cartonner. Tu vas faire une vidéo? Évidemment. évidemment. Je leur ai dit. Il m'a dit, attends, on n'est pas prêt. Oh. Il m'a dit, tu vas ramener trop de gens, ça va être l'enfer. Je te donne le temps de souffler. Mais ouais, donc là, c'est un peu, putain, qu'est-ce que je ramène à des gens? Qu'est-ce que j'ai trouvé récemment? Tiens, je te ramène ce qui m'a fait kiffer là, ces derniers 2 semaines. Mais ça me donne trop envie, j'irai regarder. Et la boisson à laquelle tu pensais? Parce que tu avais l'air de la kiffer. Maison Julia, je crois. Je suis pas certain du nom, mais c'est quasiment ça. Ils sont à Marseille, c'est un sans-alcool. Dans une super bouteille, un peu type Ruinart, mais transparente. Une bouteille très élégante, très champagne, quoi. Ok. Et putain, je m'en souviens plus de ce qu'il y avait dedans. Mais c'était du fermenté et avec un petit peu de plantes, un petit peu de raisin, mais c'était hyper équilibré, super pétillant, tout naturel. C'était une super boisson magnifique et tout. Je dis, mais trop bien ça pour le sans-alcool. J'aime beaucoup toutes les boissons sans alcool. Et là, il a tué ça, c'était trop beau et trop bon. Et je dis, putain, t'as une alternative, tu ramènes ça sur une table, les gens sont impressionnés, et au goût, c'est impressionnant. Alors que c'est sans alcool, tu vois, et ça fait cet effet waouh, ça tue, genre, c'est trop bien. Oh, trop bien. Tu m'enverras les vrais noms et je les mettrai sur les détails du podcast. Je suis pas sûr. T'en as beaucoup parlé, mais je voulais savoir quelles sont les 3 valeurs principales qui te parlent et qui te représentent. Ah putain. Et il faut choisir. J'avais fait vraiment l'exercice de les définir en plus. Ouais. Ça m'étonne pas. Parce que c'est important, les valeurs et tout. Ah putain, qu'est-ce que j'avais mis? Tu vois, là, je vais te dire de la merde. L'authenticité, déjà, c'est sûr. Que ce soit les gens, dans ce que tu fais, je trouve que les gens qui sont... Après, c'est un mot un peu galvaudé, mais l'authenticité, c'est en mode, putain, tu fais les choses telles que qui te ressemblent. Et ça, c'est hyper important. Qu'est-ce que j'ai? Ah, le courage. C'est une de mes valeurs, en mode, je respecte énormément les gens qui prennent des risques, les gens qui font ce qu'ils ont envie de faire, même si ça fait pas trop de sens économique. Ça rencontre des tonnes, surtout dans la restauration. Ah, c'est clair. Et c'est en mode, putain, le courage de faire ce que tu as envie de faire, peu importe les trucs et tout. Et c'est marrant parce que c'est une valeur, mais du coup, c'est pour ça que moi, j'étais pas hyper aligné avec ce que je faisais, parce que j'avais pas pris de risque, pas eu ce courage d'assumer et tout. Genre le courage, je trouve ça trop important. Pourtant, j'ai relevé beaucoup de courage dans tout ton parcours. C'est assez marrant. Ah ouais. Mais peut-être que tu vois pas les mêmes sortes de courage. Ouais. Mais... Oui, enfin, il y en a quand même eu. Mais bref, courage, authenticité, et putain, j'en ai plein d'autres. Une dernière.
Je vais prendre 3 heures de podcast. Parce que c'est important, j'ai pas envie de dire de conneries. Mais c'est pas figé hein, dans le marbre. Je sais, mais il y a des trucs qui me représentent. Et ça me frustre parce que j'ai fait l'exercice. Il est sur mon Notion, là. Je peux regarder les valeurs qui me définissent. Mais c'est con si tu les as pas en tête. À quoi bon Putain. Je t'en donne 2 et... Ok. Et voilà. On peut rester sur les 2. Ouais, parce que c'est important pour moi et que j'ai pas envie parce que là, je vais t'en tirer une, mais ça va pas être ça. Oui, et puis c'est les 2 premiers qui sont venus. Donc, ouais, mais les 2 sont très fortes. Ok. Et justement, ça répond à ce que tu viens de dire. Moi, j'adore interviewer des gens qui font, qui passent à l'action et qui écoutent leur cœur malgré les peurs. Qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui n'osent pas, justement, se jeter à l'eau et d'essayer? Ce qui est très cool, je trouve, à se demander, c'est qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que concrètement tu risques de perdre en faisant ça? Et très souvent, ce que tu as dit, c'est pas grand-chose. Et moi, en l'occurrence, quand j'ai fait mon truc là, j'étais en mode, en fait, j'ai absolument rien à perdre à part peut-être 15 000 balles que je vais brûler, tu vois. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Vraiment, rien à faire. Et du jugement des autres et tout, enfin, rien à faire. Genre, concrètement, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu fais? Tu fais la liste, tu prends point par point, tu essaies d'être objectif. Qu'est-ce que je risque vraiment? La réponse, c'est qu'est-ce que je risque de gagner? Ça, elle est forte. Ouais, c'est clair. Après, moi, je pense aussi, et c'est souvent ça, à ceux qui ont construit une famille, la maison, le machin. Là, tu as plus de considérations financières et tout, mais... Carrément. Et encore, tu as plein de gens qui... Il n'y a jamais de moment parfait. Et des gens qui le font quand même et qui ont grave raison et qui se mettent dans la merde. Mais c'est pas grave, tu vois. Mais j'avoue... Moi, ça a été facile comparé à ça, tu vois. Et c'est là où je suis dans le projet Cool Uncle. Mais je sais que les gens qui viennent d'acheter, qui vont avoir un gosse, évidemment, c'est beaucoup plus d'impératifs. Ouais. Mais encore, t'as plein de gens qui lancent leur restaurant à ce moment-là, qui lancent leur truc et tout. Et c'est fine parce que le qu'est-ce que tu risques, au final, il est en mode... C'est un peu cette confiance de... Dans tous les cas, je vais retomber sur mes pattes. Si j'ai tout tenté et que j'ai échoué et que je redémarre, vas-y, on se serre la ceinture et on va faire un job alimentaire. Et on va se débrouiller, tu vois, ça va le faire. Et ça, c'est cool d'avoir ce dernier recours de putain, dans tous les cas, ça va le faire. Ouais. Et c'est vrai, souvent, putain, quand t'es dos au mur, t'as pas le choix, mais ça va le faire, tu vois. Donc tu peux te permettre de tout perdre, tu vois, et d'y retourner. Ouais. Et puis tu te laisseras pas mourir dans un caniveau, en fait. T'as toujours les ressources en fait en toi, mais c'est en le faisant que tu t'en rends compte. Après, voilà, c'est un truc de privilégié, je le dis. J'ai un bon cadre familial, j'ai eu confiance en moi, j'ai un cercle, tu vois, des cercles de support. Ça compte de fou. Et tout le monde n'a pas cette chance. Mais c'est sûr que quand t'as tout ça, t'as aucune raison d'hésiter. Si, c'est les peurs, les blocages mentaux, tu vois. Ouais, grave. Ça... Et d'ailleurs, en parlant des peurs, est-ce que tu as eu peur à un moment pendant ton parcours? Qu'est-ce qui te fait peur? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y en a au tout début, si. Peur de l'échec. Ok. Voilà, c'est con, mais... mais arrête de dire c'est con. C'est con. Pourquoi c'est con? C'est con maintenant. Parce que tu vois, quand tu y repenses, c'est trop bête d'avoir peur de l'échec. Genre. Mais c'est justifié par X trucs. Mais t'es en mode, c'est tellement nul comme peur. Mais ouais, c'est ce que j'ai eu au début et que maintenant plus du tout. Et c'est trop bien. Donc c'est pour ça que je suis en mode, putain, c'est bête. Mais ouais, c'était un peu Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'échec et qui se lancent pas dans n'importe quelle activité parce que c'est un échec potentiel, tu vois. Et du coup, ouais, si j'ai eu une peur, c'était vraiment au début, c'était ça. Et je m'en suis débarrassé. Et du coup, maintenant... Une fois que t'as de base dans ta vie, t'as pas peur de grand chose, mais beaucoup de gens sont bloqués par la peur de l'échec. Quand tu l'as plus, t'es en mode ouais, c'est dingue. Je m'en fous, t'as pas peur d'être ridicule. Ça, c'est trop bien aussi. Pas peur du ridicule, c'est trop bien. Maintenant, ouais, non, j'ai plus peur. T'as pas de peur? Maintenant, non. Tu peux regarder des films d'horreur. Ça, c'est cliché. Mais ouais, non, de base, je suis pas quelqu'un qui a peur. Ok. Mais parce que la vie est
tellement mieux de l'autre côté, de la peur. Et il y a beaucoup de choses qui se passent de ce côté-là. Exactement. Dernière question. Vas-y. Et après, je te laisse tranquille. Je t'en prie. S'il y avait le petit Théo de 10 ans dans sa salle de classe qui est à côté de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Waouh. J'aime bien ce truc de... faut penser au petit toi et au toi de 80 ans. J'adore. J'ai entendu ça, je sais plus où. Mais c'est grave stylé parce que petit toi, il veut que tu sois heureux, il veut que tu fasses des trucs fun et tout. Toi de 80 ans, il veut que tu aies eu des responsabilités envers tes proches, que tu aies eu un impact. Non, que tu sois là. Enfin, en mode, c'est ça qui est important. C'est en mode, putain, est-ce que j'ai été là pour les gens autour de moi? Est-ce que j'ai laissé quelque chose de positif sur les autres, tu vois? C'est un peu ça ce que le mec de 80 ans repense. 80 ans, 90 ans, enfin bref, peu importe. Mais je trouve ça sympa de se dire ça parce que là, du coup, quand je pense à mon petit de 10 ans, non mais putain, trop cool ce que tu fais, gros. C'est charmé, t'es allé, tu vis de voyage et de bouffe, genre, rêve. Donc, stylé. Donc, moi, à 10 ans, qu'est-ce que je lui dirais? Toi, maintenant, qu'est-ce que tu dirais? Ouais, qu'est-ce que je dirais? Je sais pas. J'ai l'impression que 10 ans, je faisais déjà ce qu'il fallait. Genre, je m'amusais. J'avais pas peur. Et t'avais confiance en toi déjà? Ouais, j'avais déjà confiance en moi. Donc, je dirais... J'ai pas de bonne réponse pour ton podcast. Mais t'inquiète, il y a aucune bonne réponse. Je sais, mais si t'avais donné un bête de truc, tu l'aurais clippé en mode tiens, Kali. Reste comme t'es, finalement. Ouais, ose si, parce qu'il y a plein de trucs où j'ai pas osé quand même. Ouais, plein de trucs où j'ai pas osé quand j'avais 10 ans. Bah oui, justement, ça m'a pris du temps de me débarrasser de cette peur de l'échec quand même. Donc, ouais, le truc comme ça, c'est prendre des échecs le maximum. J'avoue, putain, ça, j'en ai pas du tout pris assez de mes 10 à mes 20 ans. Donc, prends un maximum d'échecs que tu peux pendant tes... Putain, ouais, c'est pas ça mon conseil. Ouais, c'est un super bon conseil, je trouve. T'as raison, je vais clipper sur Bon, on a fini. Ouf. Ça me met du cœur. Non, je rigole. Juste, j'ai chaud, ça m'a donné chaud. Ouais, mais je comprends. Bah, en même temps, t'as reparcouru ta vie pendant 2 heures. Ouais, c'est agréable comme exercice. Je m'en doutais, mais... Ça permet de prendre un peu de recul sur soi. Donc, merci beaucoup pour cette générosité et tous ces partages. Et rendez-vous peut-être l'année prochaine, parce qu'avec tout ce qui se passe en un an chez toi, je pense qu'il y aura encore une vie à raconter dans un an. Ah, laisse tomber, l'année prochaine... Plein de trucs à raconter. Merci à toi pour ta bienveillance. C'était très cool comme podcast. Merci beaucoup. Meilleur podcast que j'ai jamais fait. Vous l'avez entendu? Merci. Merci d'avoir écouté Avec Vanda, le podcast. Si cet échange vous a inspiré, dites-le moi. Laissez 5 étoiles, un commentaire ou partagez-le autour de vous. C'est vraiment ce qui l'aide à grandir. À très bientôt pour une nouvelle dose d'audace et d'inspiration.